Le silence de l'appartement n'était rompu que par le tic-tac familier de la vieille horloge comtoise, un héritage de sa grand-mère. Claire Dufour avait toujours trouvé ce son apaisant, un métronome rassurant qui rythmait les pulsations de sa vie. Mais ce soir, chaque oscillation du pendule ressemblait à un coup de marteau sur l'enclume de son anxiété. Julien n'était pas rentré. Il était presque minuit, et le plat de lasagne qu'elle avait préparé avec amour refroidissait sur le plan de travail, sa croûte dorée ayant perdu de son éclat. 15 ans qu'ils partageaient tout, des rêves les plus fous aux fins de mois difficiles. Et elle connaissait ses habitudes par cœur. Un retard pouvait arriver, mais jamais sans un message. Un appel. Son propre téléphone était posé, écran noir, à côté de son verre de vin à moitié vide. Elle avait essayé de l'appeler 3 fois. La première fois, messagerie directe. La deuxième, une sonnerie, puis la messagerie. La troisième, à nouveau la messagerie. Quelque chose n'allait pas. Une inquiétude froide, presque reptilienne, serpentait le long de sa colonne vertébrale. Et si un accident... Elle chassa cette pensée avec un frisson, la gorge sèche. C'est alors qu'un bourdonnement discret la fit sursauter. Ce n'était pas son téléphone, mais le sien, celui de Julien abandonné sur la table basse, à côté d'une pile de magazines de musique. Il l'oubliait souvent, tant il était devenu une extension de son ordinateur professionnel, depuis son nouvel emploi dans cette start-up prometteuse. Une lumière bleutée clignota sur l'écran verrouillé. D'habitude, elle n'aurait jamais songé à y toucher. Leur confiance était une forteresse bâtie sur une décennie et demie de complicité, de regards qui se comprenaient sans un mot. Mais ce soir, les murs de cette forteresse semblaient faits de sable. D'un geste hésitant, presque coupable, elle se pencha et prit le téléphone. L'appareil semblait lourd, anormalement lourd, comme s'il contenait le poids d'un secret qu'elle ne voulait pas connaître. L'écran s'illumina sous la pression de son pouce, révélant une notification en bandeau. « Chloé, j'ai passé une soirée incroyable. Je n'arrête pas de penser à toi, à ton rire, à tout le reste. Vivement qu'on remette ça. » Le nom, Chloé, ne lui disait rien. Mais les mots étaient des poignards. Ils transperçaient 15 années de souvenirs, de projets, de certitudes. À tout le reste. 3 mots anodins qui ouvraient un abîme sous ses pieds. L'air sembla se raréfier dans la petite salle de séjour de leur appartement de Belleville. Le poster du festival de jazz qu'ils avaient encadré ensemble, le canapé usé où ils avaient passé tant de dimanches à ne rien faire, la plante verte qu'elle s'évertuait à maintenir en vie, tout lui parut soudain étranger, factice, comme le décor d'une pièce de théâtre dont elle venait de découvrir la tragique conclusion. Le cœur battant à tout rompre, elle sentit une vague de nausées monter. Ce ne pouvait pas être vrai. Pas Julien. Pas son Julien, l'homme maladroit et rêveur qu'elle avait rencontré sur les bancs du conservatoire. Lui, avec ses projets grandioses et ses échecs répétés, qu'elle avait toujours soutenu, consolé, encouragé. Lui, pour qui elle avait mis sa propre carrière de pianiste de concert en veilleuse, préférant la stabilité d'un poste de professeur de musique pour qu'il puisse, lui, prendre des risques. Lui, dont le visage s'illuminait encore comme celui d'un enfant chaque fois qu'elle jouait un prélude de Chopin. Non, c'était un malentendu. Une collègue un peu trop entreprenante. Une blague. Elle devait se calmer, respirer. Mais ses doigts, agissant d'une volonté propre, tentait déjà de déverrouiller l'appareil. Le schéma de déverrouillage, elle le connaissait. C'était la date de leur rencontre, un L stylisé pour Lyon, ironique. Elle traça la forme familière et l'écran s'ouvrit sur un fil de discussion. Ses yeux balayèrent les lignes, captant des fragments, des éclats de verre qui lacéraient son âme. « Tu m'as manqué aujourd'hui au bureau. J'ai encore le goût de tes lèvres. Il faut qu'on soit plus prudent. Claire ne doit rien savoir, surtout pas maintenant. » Cette dernière phrase la frappa avec la violence d'un coup de poing en pleine poitrine. Surtout pas maintenant. À 1 semaine de leur mariage à la mairie. Le mariage qu'ils avaient repoussé tant de fois, faute de moyens, faute de stabilité. Le mariage simple, intime, qui devait enfin sceller leur histoire. C'était donc ça. Il ne s'agissait pas d'une soirée,
d'une erreur d'un soir. C'était une affaire, une trahison planifiée, dissimulée, entretenue dans son dos pendant qu'elle choisissait les fleurs et prévenait le peu d'amis qu'il comptait inviter. Le son de la clé dans la serrure la fit sursauter si violemment que le téléphone lui glissa presque des mains. Elle le reposa sur la table basse, se redressa d'un bloc, son corps entier raidi par une fureur glaciale qui avait supplanté le chagrin. Julien entra, un sourire fatigué mais content aux lèvres. Il portait la nouvelle chemise qu'elle lui avait offerte pour son anniversaire. « Désolé, mon amour, je suis en retard. »« Réunion de dernière minute, tu sais ce que c'est. On a fêté le nouveau contrat. Je suis épuisé, mais ça en valait la peine. » Il s'approcha pour l'embrasser, mais s'arrêta net en voyant son visage. Le masque de l'épouse aimante et patiente était tombé, ne laissant qu'une pâleur de cire et des yeux où brûlait une flamme sombre qu'il ne lui avait jamais connue. « Claire, ça ne va pas? Tu es toute blanche. » Elle ne répondit pas. Elle pointa simplement un doigt tremblant vers le téléphone sur la table. Son regard suivit la direction indiquée. La lueur de contentement sur son visage s'éteignit instantanément, remplacée par une panique non dissimulée. Il comprit. En une fraction de seconde, toute sa posture changea. L'homme confiant qui venait de franchir la porte n'était plus qu'un adolescent pris en faute. « Claire, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » La banalité de cette phrase, l'excuse la plus éculée du répertoire des infidèles, fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Un rire sec, dénué de toute joie, s'échappa de sa gorge. « Pas ce que je crois ?» Sa voix était rauque, méconnaissable. « Tu veux dire que je ne suis pas en train de lire les messages d'une femme nommée Chloé qui se languit de ta prochaine visite? Tu veux dire que je n'ai pas passé les 3 dernières heures à m'imaginer le pire accident alors que tu étais simplement en train de... » « Quoi, Julien? De fêter un nouveau contrat ?» Chaque mot était prononcé avec une précision venimeuse. Le barrage de la patience, construit brique par brique pendant 15 ans, venait de céder, libérant un torrent de douleur, de colère et d'humiliation. « Claire, s'il te plaît, c'était une erreur, une seule fois. Ça ne voulait rien dire, » balbutia-t-il, faisant un pas vers elle. « Une seule fois ?» répéta-t-elle, brandissant presque le téléphone comme une arme. « Vos messages parlent de prudence, de ne rien me dire, surtout pas maintenant. Ça dure depuis combien de temps, Julien? Combien de temps tu me mens en me regardant dans les yeux, pendant que je annulais mes cours particuliers pour que tu puisses donc sortir avec tes nouveaux collègues, pendant que je calculais notre budget pour qu'on puisse enfin se marier? Dis-moi. » Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Son silence fut une confession plus assourdissante que n'importe quel aveu. Tout était vrai. Le monde de Claire, cet édifice patiemment construit sur l'amour, le sacrifice et la confiance, venait de s'effondrer en un tas de ruines fumantes. La douleur était si intense, si physique, qu'elle eut l'impression que son cœur se brisait littéralement dans sa poitrine. Le tic-tac de l'horloge continuait, imperturbable, chaque seconde marquant la fin d'une ère. 15 ans de sa vie, 15 ans d'amour inconditionnel venaient d'être rayés, anéantis par une notification sur un écran de téléphone. Le sol se dérobait sous ses pieds. Il n'y avait plus rien. Juste un vide immense et le visage de l'homme qu'elle aimait, devenu en un instant celui d'un parfait étranger. Le silence qui s'ensuivit était une chose vivante, lourde, plus assourdissante que ses cris. C'était le silence du vide, celui qui précède l'effondrement final. Julien resta pétrifié, le visage décomposé, cherchant des mots qui n'existaient pas, des excuses qui ne pouvaient panser une telle blessure. « Claire, pardonne-moi » murmura-t-il, la voix brisée. C'était une bêtise, une faiblesse. Je venais de signer ce contrat, tout le monde faisait la fête, j'ai bu un peu trop. Ça n'a aucune importance. C'est toi que j'aime, toi seul. Les mots ricochaient sur la surface glacée du calme de Claire. Une bêtise, une faiblesse. Ils réduisaient 15 ans de leur vie commune à un simple faux pas, un dérapage insignifiant. Ils ne comprenaient pas. Ce n'était pas l'acte physique qui la détruisait, mais la somme des mensonges, des regards détournés, des sourires qu'il lui avait offerts alors qu'il pensait à une autre. Chaque « je t'aime » prononcé ces dernières semaines lui revenait en mémoire, souillé, corrompu. Elle se sentit idiote, naïve, aveugle. Une colère sourde et froide
commençait à remplacer la douleur incandescente. Une colère contre lui, mais aussi et surtout contre elle-même. « Ne prononce plus jamais mon nom », dit-elle d'une voix blanche, si dénuée d'émotion qu'elle s'en effraya elle-même. « N'ose plus me parler d'amour. Tu ne sais pas ce que c'est. » Sans un regard pour lui, elle fit volte-face et traversa le couloir pour se rendre dans leur chambre. Leur chambre. Le mot lui écorcha la pensée. Les murs crème, le lit qu'ils avaient monté ensemble, les photos de leurs rares vacances épinglées sur un panneau de liège, tout cet univers, son sanctuaire, était devenu une scène de crime. Le crime de la confiance assassinée. Elle ouvrit la penderie d'un geste mécanique. Et là, suspendue dans une housse de protection immaculée, il y avait la robe. Sa robe de mariée. Simple, en crêpe de soie, avec de fines bretelles et un dos nu délicat. Elle l'avait trouvée dans une petite boutique de créateurs sur les pentes de la Croix-Rousse et avait économisé pendant 6 mois pour se l'offrir. En la voyant, une semaine plus tôt, Julien avait eu les larmes aux yeux. « Tu seras la plus belle », avait-il soufflé. Un sanglot sec, brutal, lui échappa. C'était la première fissure dans son armure de glace. Elle porta la main à sa bouche pour l'étouffer. Cette robe n'était plus une promesse de bonheur. C'était le suaire de ses rêves, le fantôme d'un avenir qui n'existerait jamais. Le simple fait de la regarder lui était physiquement insupportable. D'un geste rageur, elle referma la porte de l'armoire, comme pour enfermer ce spectre. Elle avait besoin de partir, maintenant, loin de cet appartement, de ses murs imprégnés de mensonges, loin de son visage de faux repenti. Mais où aller? Ses parents vivaient dans un petit village de la Drôme, trop loin, et elle ne voulait pas leur imposer sa peine au milieu de la nuit. Puis, un nom lui vint à l'esprit, un phare dans la tempête, Amélie, sa sœur cadette, Amélie, l'artiste pragmatique, celle qui avait toujours vu clair dans le jeu des autres. Elle vivait à Aix-en-Provence, menant une vie de bohème organisée qui fascinait Claire. Elle attrapa son téléphone sur la table de chevet, le sien cette fois, et composa le numéro. Il était presque 1h du matin, mais elle savait qu'Amélie ne lui en voudrait pas. Après 2 sonneries, la voix endormie mais alerte de sa sœur retentit. « Claire, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien ?» Les quelques mots de sollicitude suffirent à faire sauter le dernier verrou de son contrôle. Amélie, sa propre voix n'était qu'un murmure étranglé. « C'est fini. Avec Julien, c'est fini. » Un silence à l'autre bout du fil. Pas de questions inutiles, pas d'exclamations choquées, juste une écoute intense. « Où es-tu » demanda simplement Amélie. « À la maison. Mais je ne peux pas rester ici. Je ne peux plus respirer. Prends le premier train demain matin. N'emporte que le strict nécessaire. Je viendrai te chercher à la gare d'Aix-TGV. La chambre d'amis est prête. Ne discute pas. Fais-le. » Cette injonction claire, simple, fut comme une bouée de sauvetage lancée dans une mer déchaînée. Pour la première fois depuis 1 heure, Claire avait une direction. Raccrochant, elle se sentit investie d'une énergie nouvelle, l'énergie désespérée de la survie. Elle sortit une petite valise du haut de l'armoire, celle qu'elle utilisait pour les week-ends, ironiquement. Elle y jeta pêle-mêle quelques sous-vêtements, 2 jeans, des t-shirts, son nécessaire de toilette. Ses gestes étaient saccadés, précis, elle ne pensait plus, elle agissait. En ouvrant le tiroir de sa commode, son regard tomba sur un coffret en velours bleu. Le collier de perles de sa grand-mère, qu'elle prévoyait de porter pour la cérémonie civile. À côté, un autre coffret plus petit, la bague de fiançailles que Julien lui avait offerte 5 ans auparavant. Une simple améthyste, sa pierre de naissance, montée sur un anneau d'argent. Il n'avait pas les moyens pour un diamant, avait-il expliqué, mais cette pierre était aussi unique et profonde que son regard. Elle la fixa un instant, le cœur serré de dégoût. Puis, avec une lenteur délibérée, elle la retira de son annulaire. La peau en dessous était plus pâle, marquée par l'empreinte de cette promesse rompue. Elle la laissa tomber dans la boîte qu'elle referma sans un bruit. Son dernier geste fut de se diriger vers le piano droit qui trônait dans le salon. Son seul luxe, acheté d'occasion avec son premier salaire de professeur. Elle ouvrit le pupitre et rassembla ses partitions. Chopin, Debussy, Satie, ses pages jaunies, couvertes d'annotations, c'était elle.
C'était la seule partie de sa vie que Julien n'avait jamais vraiment touchée, ni comprise, ni souillée. C'était son refuge, son essence. Elle les glissa avec soin dans son sac à main. Valise à la main, sac sur l'épaule. Elle se dirigea vers la porte d'entrée. Julien était assis sur le canapé, la tête entre les mains. En l'entendant, il se releva d'un bond. « Tu ne peux pas partir, Claire, pas comme ça. On doit parler. 15 ans, on ne peut pas jeter 15 ans par la fenêtre pour une stupidité. » Ses yeux, rougis par des larmes qu'elle refusait de croire sincères, la suppliaient. Mais elle ne voyait plus en lui l'homme qu'elle avait aimé. Elle ne voyait qu'un étranger pathétique qui avait brisé quelque chose d'irréparable. « Il n'y a plus de « on », Julien, » répondit-elle, sa voix toujours aussi neutre. « Tu as jeté nos 15 ans par la fenêtre bien avant ce soir. Tu viens juste d'oublier de m'en informer. » Elle posa sa clé de l'appartement sur la petite console dans l'entrée, à côté d'une photo de deux, souriants, lors d'un pique-nique au parc de la Tête d'Or. « Ne cherche pas à m'appeler, j'ai besoin de temps et de silence. » Sans un regard en arrière, elle ouvrit la porte, la franchit et la referma doucement derrière elle. Le déclic du verrou fut le son le plus définitif qu'elle ait jamais entendu. Dehors, dans le couloir silencieux de l'immeuble, l'air frais de la nuit lui parut enfin respirable. Elle ne savait pas où elle allait, ni ce que l'avenir lui réservait. Mais pour la première fois de sa vie, elle marchait seule. Et étrangement, au milieu de la dévastation, elle sentit le frémissement infime d'une chose qu'elle avait oubliée depuis longtemps, la possibilité d'un nouveau commencement. Le voyage en train fut une parenthèse brumeuse, un entre-deux suspendu hors du temps. Assise près de la fenêtre, Claire regardait le paysage défiler sans le voir. Le visage blême qu'elle croisait dans le reflet de la vitre lui semblait être celui d'une étrangère. Elle avait enfilé le premier jean et le premier pullover venu sous sa main. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon hâtif, et ses yeux, habituellement pétillants d'une chaleur douce, étaient ternes, vides. Le TGV fendait la campagne française, mais à l'intérieur de son esprit, tout était immobile, figé sur l'image du téléphone de Julien. Les mots de Chloé dansaient devant ses yeux en lettres de feu, gravés à jamais dans sa mémoire. J'ai passé une soirée incroyable. Chaque kilomètre qui la séparait de Lyon était un soulagement et une torture. Elle fuyait l'épicentre de la catastrophe, mais emportait les décombres avec elle. Peu à peu, la grisaille des abords de la vallée du Rhône laissa place à une lumière plus vive, plus crue. Les platanes se firent plus nombreux, les champs de colza cédèrent la place aux premières vignes et aux cyprès effilés, se découpant sur un ciel d'un bleu presque insolent. La Provence, une terre qu'elle aimait, qu'elle associait aux vacances de son enfance, aux odeurs de lavande et de thym, à une insouciance qu'elle se sentait incapable de retrouver. C'était un monde de couleurs éclatantes pour une âme en noir et blanc. Lorsqu'elle descendit sur le quai de la gare d'Aix-en-Provence TGV, une gifle de chaleur l'enveloppa. Le chant strident des cigales, déjà assourdissant en fin de matinée, lui parut d'une violence inouïe. Elle se sentit fragile, exposée, comme une note fausse dans une symphonie trop joyeuse. Et puis, elle la vit. Amélie. Sa sœur était là, appuyée nonchalamment contre une barrière, ses longs cheveux blonds en bataille, retenus par un foulard en soie, des taches de peinture bleue sur son sarouel en lin. Elle ne souriait pas. Elle observait la foule avec son regard perçant d'artiste, et dès qu'elle aperçut Claire, son expression s'adoucit pour laisser place à une inquiétude tendre et farouche. Elle ne posa aucune question. Elle s'approcha, prit la valise de la main de Claire, puis la serra dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte larmoyante ou théâtrale, c'était une étreinte solide, un ancrage. « Ça va aller », murmura Amélie à son oreille. « Pas tout de suite, mais ça ira. Viens, la voiture est garée au soleil, ça doit être un four. » Le trajet jusqu'au centre-ville d'Aix se fit en silence. Amélie semblait comprendre que Claire n'avait pas la force de raconter et de revivre la scène. Elle conduisait sa vieille Twingo cabossée avec une assurance qui contrastait avec l'état du véhicule, se faufilant dans le trafic avec des commentaires sarcastiques sur les autres conducteurs qui arrachèrent un quasi-sourire à Claire.
L'appartement d'Amélie était situé au dernier étage d'un vieil immeuble de la place des Quarts d'Heure, un loft baigné de lumière qu'elle utilisait à la fois comme atelier et comme lieu de vie. Dès la porte franchie, Claire fut enveloppée par une odeur familière de térébenthine, de café fort et d'encens. Des toiles immenses, abstraites et vibrantes de couleurs étaient posées contre les murs ou sur des chevalets. C'était un chaos créatif, un désordre organisé qui respirait la vie et la liberté. À l'opposé du petit cocon ordonné, presque impersonnel, qu'elle avait créé à Lyon. « Pose tes affaires là », dit Amélie, en désignant une porte. « C'est la chambre d'amis, ou plutôt la pièce la moins encombrée. Les draps sont propres. J'ai fait du café. Tu as faim ?» Claire secoua la tête. L'idée même d'avaler quoi que ce soit lui soulevait le cœur. Elle se contenta de hocher la tête pour le café. Assise sur un tabouret haut dans la cuisine ouverte, elle serra la tasse chaude entre ses mains gelées. C'était le premier geste de réconfort depuis le cataclysme. Amélie s'adossa au plan de travail en face d'elle, la scrutant de ses yeux bleu clair. « Je ne vais pas te demander de détails, raconte quand tu seras prête, mais dis-moi juste une chose. La décision est définitive ?» Claire releva la tête. Son regard croisa celui, sans phare, de sa sœur. « Je lui ai laissé ma clé, » dit-elle simplement. Un léger hochement de tête fut la seule réaction d'Amélie. Elle n'avait jamais porté Julien dans son cœur. Elle le trouvait charmant mais faible, un de ces hommes qui se nourrissent de l'énergie des autres sans jamais vraiment en donner en retour. Mais elle avait toujours respecté le choix de sa sœur. « Bien, alors c'est la seule chose qui compte. Reste ici aussi longtemps que tu le voudras. Il n'y a pas de date de péremption sur le chagrin. » Plus tard, dans l'après-midi, alors qu'Amélie s'était remise au travail sur une nouvelle toile, Claire se réfugia dans la chambre d'amis. La pièce était simple, avec un grand lit confortable et une fenêtre qui donnait sur les toits ocres de la vieille ville. Épuisée, elle s'allongea, mais le sommeil ne venait pas. Son esprit tournait en boucle, rejouant des scènes de ses 15 dernières années. Le premier baiser maladroit sous un porche pour s'abriter de la pluie. Le jour où il l'avait convaincue d'adopter leur chat, Mozart, malgré leur petit appartement. Les nuits passées à l'encourager lorsqu'il perdait un énième emploi. Elle avait été son roc, sa boussole, son plus fervent soutien. Et pourquoi? Pour être trahie à une semaine de ce qui aurait dû être le plus beau jour de leur vie. Une image, venue de bien plus loin, s'imposa à elle. Ses années d'adolescence au conservatoire de Lyon. L'exigence de ses professeurs, l'odeur de cire des parquets, les heures infinies passées à déchiffrer des sonates. Le conservatoire était alors largement financé par une riche famille de la région, des notables du vin, les Delacroix, une dynastie puissante et discrète. Elle se souvint d'un concert de fin d'année. Monsieur Delacroix, le patriarche, était au premier rang. À ses côtés se tenait un jeune homme, à peine plus âgé qu'elle. Son fils, Matisse. Elle ne se souvenait que d'une silhouette élancée, d'un visage grave et d'un regard incroyablement intense qui semblait traverser les gens. Il paraissait appartenir à un autre monde, un univers de privilèges et de responsabilités qui n'avait rien à voir avec le sien. Une planète lointaine et inaccessible. Elle se demanda ce qu'il était devenu, ce jeune homme silencieux, à l'aura si particulière. Cette pensée était si incongrue, si déplacée dans le chaos de son présent, qu'elle la chassa aussitôt. C'était un fantôme d'un passé révolu. La nuit tomba sur Aix-en-Provence. Claire entendait les bruits de la place en contrebas, les rires, la musique des terrasses de restaurants. C'était le son de la vie qui continuait, indifférente à son propre drame. Et là, seule dans cette chambre qui n'était pas la sienne, dans cette ville qui n'était pas la sienne, loin de l'homme qui avait été toute sa vie, le barrage céda enfin, pas avec des cris ni des sanglots bruyants, mais dans un effondrement silencieux. Des larmes brûlantes se mirent à couler sur ses tempes, s'imprégnant dans l'oreiller. C'étaient des larmes pour les 15 années perdues, pour la confiance bafouée, pour la femme qu'elle avait été et qu'elle ne serait plus jamais. Pour la première fois, elle faisait face à la solitude la plus absolue, un abîme vertigineux qui venait de s'ouvrir sous ses pieds. Le premier matin à Aix-en-Provence fut une agression sensorielle. Une lumière blanche, presque liquide,
s'infiltrait à travers les persiennes mal jointes de la chambre, dessinant des zébrures incandescentes sur le mur. De la place montaient les clameurs du marché, les appels des primeurs, le cliquetis des verres sur les terrasses, un fond sonore vibrant de vie auquel Claire se sentait totalement imperméable. Elle se sentait comme un fantôme, une observatrice invisible d'un monde qui tournait sans elle. Elle n'avait dormi que par bribes, son sommeil peuplé de cauchemars flous où le visage de Julien se superposait à celui d'une femme sans traits. Lorsqu'elle rejoignit Amélie dans la cuisine, sa sœur était déjà en plein travail, ou du moins dans une version de travail qui lui était propre. Debout devant sa cafetière italienne, vêtue d'un simple débardeur maculé de peinture et d'un short en jean, elle fixait une toile vierge avec une intensité de prédateur. « J'ai fait du café. Il y a des croissants sur le comptoir. Prends-en un, même si tu n'as pas faim. Il faut que tu mettes quelque chose dans ton estomac, lança-t-elle sans se retourner. Claire obéit machinalement. Le croissant avait le goût de carton-pâte, mais elle le mangea en entier, sous le regard approbateur de sa sœur. Elles restèrent un long moment en silence, Claire remuant sa cuillère dans sa tasse, Amélie continuant son duel silencieux avec sa toile. Ce silence était bienfaisant. Il n'exigeait rien, ne jugeait pas. Il laissait simplement la douleur exister. « J'ai quelque chose à faire cet après-midi », finit par dire Amélie, rompant le charme. « Je dois livrer des esquisses préparatoires pour un projet. Viens avec moi, ça te fera sortir d'ici. On ne restera pas longtemps. »« Je ne sais pas, je ne suis pas d'humeur à voir des gens. » répondit Claire d'une petite voix. « Tu ne verras personne. C'est juste un dépôt administratif dans les bureaux. Le lieu est plutôt joli, un ancien hôtel particulier. Ça te changera les idées, au moins pendant 1 heure, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de te laisser seule. » La supplique dans la voix de sa sœur, cette vulnérabilité rare chez elle, la toucha. Elle ne pouvait pas lui infliger ça en plus. « D'accord, » céda-t-elle. Elle passa le reste de la matinée à errer dans l'appartement. Un automate sans but. C'est là que son téléphone, qu'elle avait mis en mode silencieux, s'illumina sur la table. Elle s'en approcha avec la même appréhension que si c'était un animal venimeux. Sur l'écran, une litanie de notifications. 15 appels manqués de Julien. 23 messages. Une curiosité morbide la poussa à lire le premier. « Julien, Claire, mon amour, réponds-moi. Je t'en supplie. Je ne dors pas, je ne mange pas. Cet appartement est vide sans toi. » Le suivant. « Julien, c'était une erreur monumentale, la plus grosse de ma vie. Elle ne compte pas. Tu es toute ma vie. Ne me fais pas ça. » Puis un autre. « Julien, je suis allé à ton école. Ils ont dit que tu avais pris un congé maladie. Tes parents ne répondent pas. Où es-tu? Parle-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu me pardonnes? Je ferai n'importe quoi. » Chaque message était un mélange de supplication, de chantage affectif et d'apitoiement. Il ne parlait que de sa propre souffrance, de son propre vide. Pas un mot sur la douleur qu'il lui avait infligée. Pas une once de réelle compréhension de l'ampleur de sa trahison. Une vague de rage pure et glaciale submergea Claire. C'était donc ça, l'homme avec qui elle avait passé 15 ans. Un enfant égoïste, incapable d'assumer les conséquences de ses actes. La tristesse qui l'oppressait se mua en une force inattendue. Sans hésiter, elle bloqua son numéro. Puis, elle fit de même sur les réseaux sociaux. C'était un geste simple, digital, mais il lui procura une immense sensation de libération, comme si elle venait de claquer une lourde porte blindée au nez de son passé. L'après-midi venu, Amélie attrapa son carton à dessin. « On y va? Ce n'est pas loin. On peut marcher. » Elles traversèrent les ruelles animées du vieil Aix, passèrent devant la fontaine moussue de la place d'Albertas et se dirigèrent vers le quartier Mazarin. L'air était plus calme ici, les façades des hôtels particuliers plus opulentes. Elles s'arrêtèrent devant un immense portail en fer forgé, derrière lequel se dévoilait une bâtisse du XVIIIe siècle magnifiquement restaurée, entourée d'un jardin impeccable. Une plaque de laiton discrète et élégante portait l'inscription « Fondation Delacroix, Art et Musique ». Le nom la frappa, Delacroix, comme ce lointain souvenir qui avait refait surface la veille. « La Fondation Delacroix » demanda-t-elle à sa sœur, une pointe de curiosité dans la voix. «
Oui, la famille la plus riche du coin. Ils possèdent la moitié des vignobles de la région et je ne sais quoi d'autre. Ils ont créé cette fondation il y a une dizaine d'années. Ils financent des artistes, organisent des concerts, des expos. C'est très prestigieux. J'essaie d'obtenir une résidence d'artiste chez eux. C'est pour ça que je dois montrer patte blanche. En entrant dans la cour intérieure, Claire fut saisie par l'atmosphère du lieu. C'était un mélange harmonieux de classicisme et de modernité. La pierre ancienne dialoguait avec des sculptures contemporaines en acier. Le silence était presque monacal, seulement troublé par le murmure d'une fontaine et le chant des oiseaux dans les magnolias centenaires. Tout ici respirait l'ordre, la maîtrise et un luxe si profond qu'il en devenait invisible. Un monde à des années-lumière du sien. « J'en ai pour 10 minutes, je dois juste déposer ça à l'accueil et parler à la régisseuse, » dit Amélie. « Attends-moi dans le jardin ou fais un tour à l'intérieur si tu veux. Il y a une petite exposition de photographie en ce moment. C'est en accès libre. » Claire hocha la tête et regarda sa sœur disparaître dans le bâtiment principal. Restée seule, elle se sentit étrangement intimidée, comme si elle n'avait pas sa place dans ce décorum parfait. Elle choisit d'entrer. Le hall d'accueil était immense, avec un sol en marbre et un lustre en cristal qui descendait sur 2 étages. Il n'y avait personne, à l'exception d'une jeune femme à la réception, absorbée par son ordinateur. Claire déambula sans but, suivant les flèches indiquant l'exposition. Les photographies en noir et blanc, représentant des paysages désolés de la Camargue, lui renvoyèrent l'image de sa propre solitude. La salle d'exposition ouvrait sur une autre pièce, plus petite, un salon de musique meublé de quelques fauteuils en velours. Au centre, sur une petite estrade, se trouvait un magnifique piano à queue Pleyel, son bois noir lustré reflétant la lumière des hautes fenêtres. Elle s'approcha comme attirée par un aimant. Le couvercle du clavier était ouvert, une invitation silencieuse. Depuis la nuit de la trahison, elle n'avait pas touché un instrument. La musique, qui avait toujours été son refuge, lui semblait alors inaccessible, une langue étrangère qu'elle avait oubliée. Mais là, devant la perfection de cet instrument, une envie irrépressible la submergea. Une envie, non pas de jouer pour un public, ou pour enseigner, mais de jouer pour elle-même, pour retrouver une part d'elle qu'elle croyait perdue. Après un regard furtif, pour s'assurer qu'elle était seule, elle s'assit sur le tabouret. La feutrine était douce sous ses doigts. Pendant 1 minute, elle resta immobile, les mains suspendues au-dessus des touches. Puis, fermant les yeux, elle laissa ses doigts courir sur l'ivoire. La première note résonna, claire et pure, dans le silence de la pièce. Ce fut le début d'une gymnopédie de Satie. Une mélodie simple, mélancolique, une pluie de notes lentes et délicates qui semblait pleurer à sa place. Pour la première fois depuis 48 heures, elle ne pensait plus à Julien. Elle ne pensait plus à rien. Il n'y avait plus que la musique et cette tristesse douce qui s'écoulait de ses doigts, la lavant de sa rage et de son désespoir. Elle était enfin, et de nouveau, elle-même. Il ne savait pas depuis combien de temps il était là, debout dans l'embrasure de la porte qui reliait son bureau privé au petit salon de musique. Il était venu chercher un dossier, agacé par le bruit d'une conversation téléphonique particulièrement forte de sa secrétaire, et cherchait simplement un moment de calme. Et puis, il y avait eu cette musique, Satie, une gymnopédie jouée avec une fragilité poignante, une lenteur presque méditative qui semblait suspendre le temps. Ce n'était pas la perfection technique et souvent froide qu'il entendait lors des auditions pour les bourses de la Fondation. Non, il y avait autre chose. Une fêlure, une sincérité désarmante. C'était une âme qui s'épanchait à travers les touches du Pleyel. Mathis Delacroix était un homme habitué au silence. Celui feutré des salles de conseil d'administration, celui pesant des grands dîners de famille, celui choisi de son immense appartement parisien où seul le crépitement du feu dans la cheminée osait se faire entendre. La musique était son seul exutoire, une passion secrète et presque honteuse, héritée de sa mère, une pianiste concertiste qui avait abandonné sa carrière pour épouser son père. Lui-même jouait, la nuit, lorsque personne ne pouvait l'entendre et le juger.
C'est pourquoi il reconnut immédiatement la nature de l'interprétation. Ce n'était pas un concert, c'était une confession. Il s'approcha sans un bruit, s'adossant au chambranle de la porte, dissimulée dans la pénombre. Il vit une femme de dos, ses épaules fines, légèrement voûtées au-dessus du clavier. Elle avait des cheveux châtains, retenus en un chignon un peu lâche, d'où s'échappaient quelques mèches rebelles qui caressaient sa nuque. Elle portait des vêtements simples, un pull bleu marine et un jean qui contrastaient avec le luxe étudié de la pièce. Elle ne jouait pas pour être entendue, elle jouait pour survivre. Matisse sentit quelque chose s'agiter en lui, un écho à sa propre solitude, à cette mélancolie qu'il dissimulait soigneusement sous un masque de contrôle et d'efficacité. Qui était cette femme qui venait troubler le silence parfaitement ordonné de son univers avec une telle grâce désespérée? Claire termina la dernière note, la laissant vibrer dans l'air jusqu'à son extinction complète. Elle se sentit vidée, mais étrangement apaisée, comme après avoir pleuré pendant des heures. Elle rouvrit les yeux et resta encore un instant immobile, les doigts posés sur l'ivoire refroidi. Un léger bruit la fit sursauter. Se retournant brusquement, elle le vit. Un homme grand, vêtu d'un costume impeccable de coupe italienne, se tenait dans l'ombre du couloir. Son visage, encadré de cheveux sombres coupés courts, était impassible, mais ses yeux gris, d'une intensité déconcertante, la fixaient. Elle eut un mouvement de recul, le souffle coupé par la surprise et la gêne. « Je suis désolé », balbutia-t-elle en se levant précipitamment. « Je ne savais pas que le piano était ouvert, je n'aurais pas dû, excusez-moi. » Elle se sentait comme une enfant prise en faute, une intruse qui venait de profaner un lieu sacré. L'homme sortit de l'ombre, faisant quelques pas silencieux dans la pièce. Il n'avait ni l'air fâché ni irrité, juste observateur. « Ce piano est là pour ça, » dit-il d'une voix calme et profonde qui sembla absorber toute la résonance de la pièce. « Pour qu'on en joue. C'est simplement rare d'entendre quelqu'un lui parler avec autant de franchise. » Le compliment inattendu la déstabilisa encore plus. Lui parler, l'expression était juste. C'est exactement ce qu'elle avait eu l'impression de faire. Merci, je ne voulais pas déranger. J'attendais ma sœur, ajouta-t-elle, cherchant une justification à sa présence. À ce moment précis, Amélie apparut derrière lui, le regard affairé, un grand sourire aux lèvres. « Claire, c'est bon, Elle s'interrompit net en voyant la scène. Son sourire s'évanouit, remplacé par une expression de surprise respectueuse. « Monsieur Delacroix, je ne pensais pas vous voir aujourd'hui. » Le nom percuta Claire. Delacroix. Alors c'était lui, le jeune homme grave du concert de son adolescence, dont le souvenir lui était revenu la veille. Il avait vieilli, bien sûr. Les traits de son visage s'étaient affirmés. Quelques fines ridules témoignaient du temps et sans doute du poids de ses responsabilités. Mais le regard était le même, d'une intensité presque insoutenable, comme s'il pouvait lire directement au fond de son âme. Il était devenu un homme d'une élégance intimidante, dont chaque geste semblait mesuré, contrôlé. « Mademoiselle Dufour, » répondit Matisse, son attention se reportant sur Amélie. « J'ai jeté un œil à vos esquisses. C'est prometteur. Hélène vous contactera la semaine prochaine. » Puis son regard revint se poser sur Claire avec un mélange de curiosité et d'autres choses qu'elle ne parvint pas à définir. « Votre sœur, donc ?»« Oui, » confirma Amélie, lançant un regard interrogateur à Claire. « Ma sœur aînée, Claire, elle est en visite pour quelques jours. »« Claire » répéta-t-il doucement, comme s'il testait la sonorité du prénom. C'était une très belle interprétation. « Vous êtes musicienne professionnelle ?»« J'enseigne la musique, » répondit-elle, soudain consciente de l'insignifiance de son statut de simple professeur face à cet homme qui dirigeait un empire et cette fondation dédiée à l'excellence artistique. Elle se sentit petite, provinciale. « L'enseignement est une forme d'art en soi, » rétorqua-t-il, comme s'il avait deviné ses pensées. « Peut-être la plus essentielle. » Le silence s'installa, un silence étrange, ni gênant, ni confortable, juste dense. C'est Amélie qui le rompit. « Bon, eh bien, nous allons vous laisser, monsieur Delacroix. Merci encore pour votre temps. » Elle attrapa délicatement le bras de sa sœur, un signal clair pour la retraite. Alors que Claire lui tournait le dos pour partir, la voix de Matisse la retint une dernière fois.
Mademoiselle Dufour. Elle se retourna. Oui, je me demandais, la Fondation lance un nouveau programme à la rentrée, des ateliers d'initiation au piano pour les enfants de quartiers défavorisés. Nous cherchons des pédagogues passionnés, qui savent transmettre plus que la simple technique. L'annonce n'a pas encore été publiée. Si cela peut vous intéresser... Il sortit une carte de visite de la poche intérieure de sa veste, une carte d'une simplicité désarmante. Un nom, un numéro de téléphone, une adresse e-mail. Aucun titre. Il lui tendit. Pensez-y. Hélène, ma directrice de la Fondation, se ferait un plaisir de vous recevoir. Le cœur de Claire se mit à battre plus fort. Une offre d'emploi? Maintenant? C'était absurde, impensable. Et pourtant, ses doigts effleurèrent les siens en prenant la carte rigide. Un contact bref, électrique. Elle ne sut que murmurer un « merci » à peine audible avant de suivre Amélie hors de la Fondation. Une fois dans la rue, le soleil lui parut agressif après la pénombre feutrée de la bâtisse. Amélie se tourna vers elle, les yeux ronds. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé là-dedans? Mathis Delacroix, l'homme le plus inaccessible du sud de la France. Il ne parle jamais à personne, et il te propose un boulot après t'avoir entendu jouer 2 minutes de Satie. Je rêve. Claire regardait la carte de visite dans sa main. Le carton était épais, les lettres gravées. C'était un objet d'un autre monde. Je ne sais pas, répondit-elle. Elle sentait encore le poids du regard de cet homme sur elle, un regard qui n'avait exprimé ni pitié ni condescendance, mais une sorte de reconnaissance silencieuse. Dans l'océan de confusion et de douleur où elle se noyait, cette rencontre était un événement minuscule, une île improbable. Pour la première fois depuis des jours, une question autre que « pourquoi ?» se forma dans son esprit. Et si, au milieu de ces ruines, elle pouvait trouver autre chose qu'un abri? Et si elle pouvait trouver le moyen de se reconstruire? La proposition de cet homme énigmatique et puissant ressemblait à une corde tendue au-dessus du vide. Oserait-elle la saisir? Les jours suivants s'étirèrent dans une langueur cotonneuse. La carte de visite de Mathis Delacroix était posée sur la table de chevet de la chambre d'amis, tel un objet totémique. Claire la regardait plusieurs fois par jour, hésitant entre l'attrait de l'inconnu et la peur paralysante de prendre une décision. Accepter ne serait-ce qu'un entretien signifierait poser un acte, s'engager dans une voie nouvelle, admettre que sa vie à Lyon était bel et bien terminée. Et cette admission-là, elle n'était pas encore prête à la faire. Elle était dans le purgatoire de l'entre-deux, suspendue entre une vie en cendres et un avenir terrifiant de blancheur. Amélie, avec son instinct sûr, ne la pressait pas. Elle la laissait apprivoiser son chagrin, tout en s'assurant qu'elle ne sombre pas. Chaque jour, elle lui imposait une petite routine, l'accompagner chercher ses fournitures chez le marchand de couleurs, la traîner jusqu'à un café pour lire à une terrasse ombragée, ou simplement la faire asseoir sur un banc du parc Jourdan pour regarder les gens passer. Ces petits rituels étaient des bouées, des points de repère dans la marée montante de la mélancolie. Une semaine s'était écoulée depuis son arrivée. Le téléphone de Claire était resté silencieux depuis le blocage de Julien. Ce silence, d'abord salvateur, commençait à devenir oppressant. C'était le silence de l'abandon définitif, la confirmation qu'il n'essaierait plus par d'autres moyens. L'écho de 15 ans de vie commune s'estompait, laissant place à un vide assourdissant. Qui était-elle sans lui? Pendant si longtemps, son identité s'était construite en miroir de la sienne. Claire, la compagne de Julien, la musicienne qui soutenait l'aspirant entrepreneur, la femme stable qui compensait son instabilité. Sans ce rôle, elle se sentait nue, floue, indéfinie. Un après-midi, alors qu'elle errait seule dans les ruelles du vieil Aix, son regard fut attiré par une petite église discrète, l'église du Saint-Esprit. Poussée par une impulsion qu'elle ne s'expliqua pas, elle qui n'était pas croyante, elle en franchit le seuil. La fraîcheur et l'obscurité l'enveloppèrent. Il n'y avait personne. Seule la lumière colorée des vitraux transperçait la pénombre. Elle s'assit sur un banc, laissant le silence du lieu l'imprégner. Elle ne pria pas. Elle se contenta de respirer, profondément, pour la première fois depuis des jours. Et là, dans le calme de la petite église, une pensée claire et simple s'imposa à elle. Elle ne pouvait pas rester indéfiniment cet être passif, cette victime d'une trahison.
Pleurer sur son passé ne le changerait pas. Elle devait choisir. Rester engloutie par ce qui lui était arrivé ou tenter timidement de faire un pas en avant. Un seul pas. En sortant de l'église, le soleil lui parut moins violent. Elle avait pris une décision. De retour à l'appartement, elle alla directement chercher son téléphone et la carte de visite. Le cœur battant, elle rédigea un email bref et formel à Hélène, la directrice mentionnée par Mathis Delacroix, expliquant qu'elle était musicienne et enseignante et qu'elle serait intéressée à en savoir plus sur le poste d'intervenante pour les ateliers de piano. Elle relut le message 10 fois, corrigea une virgule, puis ferma les yeux et appuya sur « Envoyer » avant que le doute ne puisse la rattraper. Une fois le mail parti, un sentiment étrange, un mélange de terreur et de soulagement la parcourut. Elle avait agi, pour elle-même. C'était infime, mais c'était un début. La réponse arriva moins de 2 heures plus tard. Madame Hélène Verdier lui proposait un rendez-vous dès le lendemain après-midi à la Fondation. Amélie, mise au courant, exulta. « C'est génial! Il faut fêter ça. Je nous ouvre une bouteille de rosé. Et tu vas me faire le plaisir de mettre autre chose que ce jean triste que tu portes depuis une semaine. » Elle força Claire à essayer plusieurs tenues tirées de sa propre garde-robe d'artiste. Claire finit par opter pour une robe-chemise en lin beige, simple mais élégante, que sa sœur lui prêta. En se regardant dans le miroir, elle vit pour la première fois une lueur d'autre chose que du chagrin dans ses propres yeux. C'était de l'appréhension, certes, mais de l'appréhension mêlée à une étincelle de possibilité. Le lendemain, elle se présenta à l'accueil de la Fondation Delacroix avec 5 minutes d'avance. La jeune femme de la réception, souriante cette fois, la fit entrer dans un bureau spacieux et lumineux. Hélène Verdier était une femme d'une 50aine d'années, chic et énergique, dont le regard pétillant mettait immédiatement à l'aise. L'entretien fut moins formel que Claire ne l'avait craint. Hélène lui parla avec passion du projet. Toucher des enfants qui n'auraient jamais les moyens ni l'idée de pousser la porte d'un conservatoire, leur offrir une ouverture sur la beauté, une discipline qui pourrait les structurer pour la vie. Elle ne posa pas beaucoup de questions sur le CV de Claire, mais plutôt sur sa vision de la pédagogie, sur ce que la musique représentait pour elle. Claire, oubliant sa nervosité, se mit à parler. Elle parla de sa conviction que chaque enfant a une musicalité intérieure, qu'il suffit de savoir écouter, de l'importance de dédramatiser le solfège, de faire du piano un jeu avant d'en faire une contrainte. Elle évoqua le souvenir de son premier professeur, une vieille dame merveilleuse qui lui disait que les fausses notes n'existaient pas, qu'elles n'étaient que des chemins de traverse inattendus. En parlant, elle se reconnectait à l'essence de sa passion, à la raison pour laquelle elle avait choisi cette voie malgré les faibles perspectives de carrière. Hélène l'écoutait avec une attention non feinte, hochant la tête de temps à autre. « Votre approche est exactement ce que nous recherchons », dit-elle à la fin de l'exposé de Claire. « Mathis, Monsieur Delacroix m'a dit qu'il avait été très impressionné par la sensibilité de votre jeu. Je comprends maintenant d'où elle vient. » Elle lui expliqua ensuite les modalités pratiques. Un contrat à temps partiel pour commencer, 3 après-midi par semaine, avec une rémunération bien plus conséquente que ce qu'elle touchait dans son école publique à Lyon. L'un des ateliers se tiendrait ici même, à la Fondation, pour des enfants du quartier voisin. La seule chose, c'est que nous avons besoin de quelqu'un rapidement. Le programme débute officiellement dans 1 mois, mais nous aimerions organiser des séances de découverte dès la semaine prochaine. Seriez-vous disponible? La question tomba comme un coup près. La semaine prochaine. C'était si rapide. Cela impliquait de prendre une décision radicale. Elle ne pourrait plus se cacher chez sa sœur, en suspens. Elle devrait trouver un logement, organiser un déménagement, couper officiellement les derniers ponts avec sa vie lyonnaise. Une bouffée de panique l'envahit. C'était trop vite. Voyant l'hésitation sur son visage, Hélène Verdier ajouta avec douceur « Prenez le temps d'y réfléchir, bien sûr, mais sachez que le poste est pour vous, si vous le souhaitez. Nous pouvons même vous aider à trouver un logement temporaire pour commencer. La Fondation dispose de quelques studios pour les artistes en résidence qui sont actuellement vacants. » L'offre était incroyablement généreuse, presque trop belle pour être vraie. Claire sentit qu'un choix crucial se présentait à elle,
bien plus important qu'un simple changement d'emploi. C'était la porte vers une vie entièrement nouvelle, qui n'avait aucun lien avec Julien, avec ses échecs et ses trahisons. Une vie qui serait la sienne, entièrement. Non, dit-elle, surprenant autant Hélène qu'elle-même. Je n'ai pas besoin de temps pour réfléchir. C'est oui, j'accepte. Une fois les mots prononcés, un poids énorme sembla se soulever de ses épaules. C'était fait. Le premier pas était devenu un saut. En sortant de la fondation, elle ne baissa pas les yeux en traversant la magnifique cour intérieure. Elle releva la tête et son regard fut attiré par une fenêtre au premier étage. Derrière la vitre, une silhouette se tenait, la regardant. Mathis Delacroix. Il ne sourit pas, mais il inclina très légèrement la tête, un signe de reconnaissance presque imperceptible. Claire sentit ses joues s'empourprer, mais elle soutint son regard une seconde avant de continuer son chemin, le cœur étrangement léger. L'appartement que la Fondation mit à sa disposition était un nid perché sous les toits, dans une aile restaurée d'un bâtiment adjacent à l'hôtel particulier. Il n'avait rien du luxe ostentatoire qu'elle avait pu craindre. Au contraire, tout y était simplicité, fonctionnalité et bon goût. Un grand studio avec des poutres apparentes blanchies, un parquet de chêne clair, une kitchenette parfaitement équipée et une salle de bain moderne. La seule concession au luxe était l'immense fenêtre en arche, qui offrait une vue plongeante sur les jardins de la Fondation et plus loin sur les toits enchevêtrés de la vieille ville. Amélie, qui l'avait aidé à transporter sa seule valise, siffla d'admiration. « Eh bien, si c'est ça le logement de fonction pour une prof de piano à temps partiel, je vais peut-être me mettre au solfège. Tu vas être bien ici, Claire. C'est calme, c'est lumineux. C'est un cocon. Un cocon. » Le mot était juste. Pour la première fois depuis la catastrophe, Claire avait l'impression d'avoir un espace à elle, un refuge qui ne portait aucune trace de son passé. Mais ce cocon était vide. Vide de ses affaires, de ses livres, de ses partitions, vide de son piano. Un pincement au cœur la saisit. Sa vie entière était encore là-bas, à Lyon, dans cet appartement qu'elle ne considérait plus comme le sien. « Il faut que je récupère mes affaires », dit-elle à voix basse, plus pour elle-même que pour sa sœur. « Je peux m'en occuper si tu veux », proposa aussitôt Amélie. « Tu me fais une procuration, une liste, et je loue une camionnette. Je peux y aller ce week-end. Tu n'as pas à le revoir si tu ne le souhaites pas. » L'idée de confier cette tâche sordide à sa sœur lui était insupportable, mais celle de remettre les pieds dans cet appartement et de devoir affronter Julien l'était encore plus. « Tu ferais ça pour moi ?»« Bien sûr que je ferais ça, idiote », répondit Amélie en lui donnant une bourrade affectueuse. « Par contre, il y a un truc que je ne pourrais pas descendre dans ma Twingo. »« Le piano », murmura Claire. Le piano, c'était l'objet le plus important, le cœur de sa vie. C'était le seul héritage de valeur que sa grand-mère lui avait laissé, le témoin de toutes ses joies, de toutes ses peines. L'idée de le laisser derrière elle était inconcevable. « Je trouverai un transporteur spécialisé, » dit-elle, avec une détermination nouvelle. « Quoi qu'il en coûte, je veux mon piano ici. » C'était la première exigence qu'elle formulait pour son avenir, le premier désir concret, et cette simple phrase lui donna l'impression de reprendre un peu le contrôle. Son premier atelier eut lieu 2 jours plus tard, dans la salle même où elle avait joué sur le Pleyel. La Fondation avait fait installer 6 petits claviers numériques de haute qualité, disposés en demi-cercle. Ses élèves étaient un groupe hétéroclite de 7 enfants, âgés de 6 à 8 ans. Certains étaient timides, d'autres exubérants. L'un d'eux, un petit garçon nommé Léo, refusa de s'asseoir et resta debout près de la porte, les bras croisés et le regard méfiant. Plutôt que de s'embarquer dans une leçon théorique, Claire s'assit au grand piano. Elle ne joua pas une pièce classique intimidante. Elle se contenta d'improviser une petite mélodie simple et joyeuse, un air de comptine. Puis, elle leur demanda de raconter une histoire avec les sons du piano. « Qui veut essayer ? Montrez-moi le son d'un chat qui marche sur la pointe des pieds, et le son d'un orage très très en colère, et celui d'une petite plume qui tombe. » Peu à peu, la glace se brisa. Les enfants, d'abord hésitants, se prirent au jeu, courant d'un clavier à l'autre, tapotant les notes, riant de leur découverte sonore. Claire n'était plus la femme brisée.
Elle était redevenue la professeure passionnée, celle qui savait ouvrir les portes d'un monde magique avec quelques notes de musique. Même Léo, le petit récalcitrant, s'était discrètement approché d'un clavier et essayait de reproduire le bruit de la pluie avec 2 doigts. Claire lui sourit doucement sans rien dire, un encouragement silencieux qui fit naître une lueur de fierté dans les yeux du petit garçon. À la fin de l'heure, alors que les enfants repartaient, aussi bruyants en sortant qu'ils avaient été silencieux en entrant, elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna. Mathis Delacroix se tenait près de la porte, là où s'était tenu Léo 1 heure plus tôt. Elle ne l'avait pas entendu arriver. Il avait cette capacité à se mouvoir sans bruit, comme une ombre. « J'ai regardé la fin de votre cours par la vitre, » dit-il. Sa voix, toujours aussi calme, semblait en décalage avec l'énergie enfantine qui flottait encore dans la pièce. C'était peu orthodoxe. Claire sentit une pointe d'inquiétude. Avait-elle mal fait? Son approche était-elle trop ludique pour les standards d'une fondation aussi prestigieuse? Je crois que la musique doit être un plaisir avant d'être une discipline, se justifia-t-elle, un peu sur la défensive, surtout à cet âge. Je suis entièrement d'accord, répondit-il, et un très léger sourire, à peine une inflexion au coin de ses lèvres, détendit un instant la sévérité de son visage. Ma mère me disait la même chose. C'est mon père qui ne jurait que par le métronome et les heures de gamme. Vous avez un don, mademoiselle Dufour, pas seulement pour la musique, mais pour la transmission. Vous avez fait plus pour ce petit garçon en 1 heure que certains de nos professeurs les plus diplômés en un trimestre. Son regard se posa sur Léo, qui disait au revoir à sa mère dans le couloir. Le compliment, venant de cet homme si réservé, la toucha profondément. Il ne parlait pas en PDG, mais en connaisseur, en passionné. « Je vous remercie, » murmura-t-elle. « Ces enfants sont extraordinaires, pleins de vie. Ce sont eux qui nous rappellent pourquoi nous faisons tout cela, » dit-il en reportant son attention sur elle. Son regard intense semblait la sonder. « Vous vous plaisez dans le studio? Vous ne manquez de rien? C'est parfait, plus que parfait. Je ne sais pas comment vous remercier. Pour tout ça, n'y pensez pas. Considérez cela comme un investissement, » dit-il d'un ton neutre qui coupait court à toute sentimentalité. La fondation a besoin de talents comme le vôtre. Il y eut un court silence, pendant lequel Claire se sentit étrangement à nu sous son regard. Elle était consciente de la simplicité de sa robe, du peu de maquillage qu'elle portait, de la fatigue qui devait encore marquer ses traits. Mais il ne semblait rien voir de tout ça. Ou plutôt, il semblait voir au-delà. « J'espère que Aix-en-Provence vous apportera ce que vous y cherchez », ajouta-t-il énigmatiquement, avant de s'excuser et de repartir aussi silencieusement qu'il était venu, la laissant seule dans la grande salle de musique. Ce soir-là, dans son studio inondé par la lumière dorée du crépuscule provençal, Claire se sentit épuisée, mais c'était une bonne fatigue, une fatigue pleine de sens. La journée avait été riche en émotions. Le trac, la joie simple procurée par les enfants, la conversation troublante avec Mathis Delacroix. Elle se fit une tasse de thé et s'assit près de la grande fenêtre. En regardant les jardins en contrebas, elle repensa à sa conversation avec lui, à la manière dont il avait parlé de sa mère, à son compliment sincère. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression d'être vue pour ce qu'elle était vraiment, non pas la petite amie de, l'assistante de, mais Claire. Une musicienne, une pédagogue, une femme qui peut-être avait encore quelque chose à offrir. Une mélodie fragile naissait dans le silence. C'était loin d'être une symphonie du bonheur, mais ce n'était plus le silence assourdissant du désespoir. C'était une note d'espoir, tenue, timide, mais bien réelle. Le retour à Lyon se fit sous un ciel de plomb, en parfaite harmonie avec l'état d'âme de Claire. Cette fois, le voyage en train n'était pas une fuite éperdue, mais une expédition programmée en territoire hostile. Hostile, non pas à cause de la ville elle-même, mais à cause de ce qu'elle y avait laissé, les fantômes de sa vie d'avant. Elle avait finalement décliné l'offre d'Amélie. C'était sa vie, sa rupture. Elle devait en gérer la logistique, aussi douloureuse soit-elle. Affronter Julien une dernière fois lui semblait une étape nécessaire. L'amputation finale d'un membre gangrené qu'on ne pouvait plus sauver. Elle avait organisé les choses avec une efficacité qui l'étonnait elle-même.
Un transporteur spécialisé pour le piano viendrait à 16 heures précises. Elle avait envoyé un message court et factuel à Julien depuis une adresse e-mail nouvellement créée, lui signifiant sa venue entre 14 et 17 heures pour récupérer ses effets personnels. Pas de formule de politesse, pas d'ouverture à la discussion, une simple information. Il avait répondu dans la minute, un simple « je serai là ». En sortant de la gare de la Part-Dieu, l'air lyonnais, humide et familier, lui parut étranger. Les bruits de la ville, le vacarme du tramway, tout lui semblait appartenir à une autre femme. Une femme plus jeune, plus naïve, une femme qui n'existait plus. Elle prit le métro jusqu'à Belleville. Chaque station ravivait un souvenir. La boulangerie où ils achetaient leurs croissants le dimanche, le petit cinéma de quartier de leur premier rendez-vous, c'était un chemin de croix sentimental. Mais à sa grande surprise, la douleur était moins vive, plus sourde, comme si elle observait les souvenirs de quelqu'un d'autre à travers une vitre épaisse. Quand elle arriva devant la porte de l'immeuble, son cœur se mit à battre la chamade. C'était là. Derrière cette porte, 15 ans de sa vie étaient entassés, et l'homme qui les avait partagés l'attendait. Elle respira profondément, comme elle l'avait appris à ses jeunes élèves avant un récital, et sonna. La porte s'ouvrit presque instantanément. Julien se tenait devant elle. L'homme qu'elle avait quitté 10 jours plus tôt n'était plus le même. Il avait maigri, son visage était mal rasé, ses yeux cernés par des nuits sans sommeil. La chemise qu'il portait était froissée, comme s'il avait dormi avec. Il la regarda avec une expression de chien battu, un mélange de soulagement et de désespoir. « Claire, tu es là !» murmura-t-il d'une voix rauque. Elle ne répondit pas à cette évidence. Elle se contenta de hocher la tête et entra, sans l'effleurer. L'appartement était dans un état de désordre inhabituel. Des assiettes sales traînaient sur la table basse, des vêtements jonchaient le sol. L'endroit, qu'elle s'était toujours efforcée de maintenir propre et accueillant, semblait avoir absorbé le chaos intérieur de son occupant. L'horloge comptoise, elle, continuait son tic-tac imperturbable. J'ai essayé de ranger, balbutia-t-il, passant une main nerveuse dans ses cheveux. Je ne savais pas que tu venais si tôt. Ça n'a pas d'importance, dit-elle d'une voix neutre. Je suis juste venu chercher mes affaires. Elle se dirigea vers la chambre, Julien la suivant comme son ombre. Il se posta dans l'encadrement de la porte, la regardant commencer à vider ses tiroirs dans des cartons qu'elle avait demandés au concierge. Chaque objet était un souvenir, une petite épine dans le cœur. Ce pull qu'il aimait tant sur elle, ce livre qu'ils avaient lu ensemble. Elle agissait vite, mécaniquement, pour ne pas laisser aux émotions le temps de la submerger. « On ne peut pas juste finir comme ça ?» reprit-il, la voix tremblante. « Claire, regarde-moi, parle-moi, crie-moi dessus, frappe-moi si tu veux, mais ne me traite pas comme un étranger. On a passé la moitié de nos vies ensemble. » Elle se retourna lentement, un paquet de lettres à la main. « C'est toi qui m'as traité comme une étrangère, Julien. Pendant que tu me disais que tu m'aimais, tu couchais avec une autre. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Tout a été dit dans tes messages. Et dans ton silence. C'était une erreur stupide. » Sa voix monta d'un cran. « Une faiblesse. Ça ne remet pas en cause tout ce qu'on a construit. » Un rire sans joie lui échappa. « Ce qu'on a construit, tu veux dire ce que j'ai construit pendant que tu cherchais ta voie, pendant que je payais les factures, que je t'encourageais après chaque échec, que je mettais mes propres ambitions de côté pour que tu aies une chance de réaliser les tiennes? Ne me parle pas de ce qu'on a construit, s'il te plaît. Tu viens juste d'incendier le bâtiment. Je ne suis là que pour récupérer ce qui peut encore être sauvé des décombres. » Ces mots, assénés avec un calme glacial, le laissèrent sans voix. Il semblait réaliser pour la première fois l'ampleur du désastre vu de ses yeux à elle. Il s'affaissa contre le mur, le visage entre les mains. Claire continua son travail. Les vêtements, les livres, les effets personnels. Elle laissa la bague de fiançailles dans son coffret sur la commode. Elle ne la voulait plus. Elle n'emporta aucune des photos d'eux deux. Puis vint le tour du salon. Elle commença à vider la bibliothèque, retirant ses partitions, ses biographies de compositeurs. C'est en déplaçant une pile de magazines qu'elle vit le cadre photo, celui qu'elle avait laissé sur la console de l'entrée, la photo du parc de la Tête d'Or.
Il était désormais retourné, face contre la surface du meuble. Un geste puéril et pathétique qui la laissa de marbre. Quand les déménageurs sonnèrent, ce fut un soulagement. Leur présence professionnelle et impersonnelle brisa la tension insoutenable. Ils entrèrent, efficaces et discrets, et commencèrent à sangler le piano. Julien les regarda faire, les yeux écarquillés d'horreur. Le piano. C'était le cœur de l'appartement, l'âme de Claire. Son départ matérialisait la fin de tout. Non, pas le piano, murmura-t-il, faisant un pas en avant. Claire, tu ne peux pas. Je te l'ai offert pour nos 5 ans. Tu n'as payé que le premier acompte, Julien, rectifia-t-elle sans le regarder. C'est moi qui ai remboursé le reste pendant 3 ans avec mes cours particuliers. Il est à moi. Le voir s'effriter sous ses yeux ne lui procurait aucune satisfaction, juste un immense et profond chagrin pour l'homme qu'il aurait pu être, pour l'amour qu'ils avaient eu et qu'il avait saccagé sans même en comprendre la valeur. Alors que les déménageurs manœuvraient l'instrument pour franchir la porte, Julien la saisit par le bras. Son contact la fit tressaillir. C'était la première fois qu'il la touchait depuis cette nuit-là. « S'il te plaît », la supplia-t-il, son visage à quelques centimètres du sien, ses yeux pleins de larmes. « Ne pars pas, je t'aime. Je sais que je ne l'ai pas montré. Je sais que j'ai été un lâche, un idiot. Mais c'est la vérité. Ne me laisse pas. Je ne suis rien sans toi. » Elle le regarda, vraiment, pour la dernière fois, et elle ne vit plus la colère ni le chagrin. Elle ne vit qu'un homme faible, terrifié par la solitude. Et pour la première fois, elle ressentit une forme de pitié, une pitié triste et sans appel. « Le problème est là, Julien, dit-elle doucement en dégageant son bras. Moi, sans toi, je commence à peine à découvrir qui je suis, et je crois que je préfère cette femme-là. Adieu. » Elle lui tourna le dos et sortit de l'appartement sans un regard en arrière, laissant la porte ouverte. Dans le couloir, le tic-tac de l'horloge lui parvint une dernière fois. Le métronome de sa vie passée. Dehors, sur le trottoir, elle regarda les déménageurs hisser son piano dans le camion. Il disparaissait lentement dans l'obscurité de la caisse. C'était fini, vraiment fini. Un chapitre de 15 ans venait de se clore. Elle se sentait vide, mais libre. Profondément et douloureusement libre. Elle leva la tête vers le ciel gris de Lyon. Le train pour Aix partait dans 1 heure. Elle rentrait à la maison. Le camion des transporteurs arriva à Aix le lendemain, en fin de matinée. Claire les attendait sur le pas du portail de la fondation, le cœur serré d'une anxiété mêlée d'impatience. Voir ce mastodonte de bois, son compagnon de toute une vie, être délicatement déchargé et manœuvré à travers la cour majestueuse, était un spectacle surréaliste. C'était le passé qui s'invitait dans son présent, le seul vestige de sa vie lyonnaise qu'elle voulait bien accueillir. Une fois le piano installé dans son studio, occupant une place d'honneur près de la grande fenêtre, et les déménageurs repartis, Claire resta seule face à lui. Le silence de la pièce semblait l'inviter. Elle passa doucement la main sur le bois sombre et usé, sentant sous ses doigts les minuscules éraflures, les marques du temps, chacune liée à un souvenir. Elle souleva le couvercle. L'alignement familier des touches noires et blanches était comme un visage ami. Elle s'assit, posa les doigts sur le clavier et joua une gamme, puis un accord. Le son, légèrement moins parfait, plus feutré que celui du Pleyel de la Fondation, emplit la pièce. C'était sa voix, sa propre histoire. Elle ferma les yeux et laissa ses doigts errer, improvisant une mélodie douce amère, un adieu à Lyon et un bonjour timide à cette nouvelle vie. Elle se sentit enfin chez elle. Les semaines qui suivirent prirent un rythme doux et apaisant. Ses journées se partageaient entre la préparation de ses cours, les ateliers avec les enfants et de longues promenades dans Aix. Elle découvrait le plaisir simple de flâner sans but sur le cours Mirabeau, de s'attarder devant les étals colorés du marché, d'acheter un livre dans une petite librairie indépendante. Pour la première fois de sa vie, son temps lui appartenait entièrement. Elle n'attendait personne, ne devait de compte à personne.
Elle se surprenait à sourire à des inconnus, à s'émerveiller d'un détail d'architecture, à respirer à plein poumon l'air parfumé de la Provence. Elle se reconstruisait, note par note, promenade par promenade. Ses cours à la Fondation étaient devenus le point d'ancrage de sa semaine. Les enfants s'étaient attachés à elle, et elle à eux. Léo, le petit garçon timide du premier jour, lui avait même confié qu'il voulait devenir compositeur de musique de film. Ces petites victoires, ces graines de passion qu'elle semait, lui procuraient une satisfaction profonde, un sentiment d'utilité qu'elle avait perdu. Elle croisait Mathis Delacroix de temps en temps, des rencontres brèves, dans les couloirs ou les jardins de la Fondation. Un salut de la tête, un « bonjour » formel. Il la maintenait à une distance professionnelle polie, et cela lui convenait. Sa présence, bien que discrète, était néanmoins palpable. Parfois, alors qu'elle terminait un cours, elle avait la nette impression qu'il se tenait un instant derrière la vitre de la porte, écoutant, avant de disparaître aussi silencieusement qu'il était apparu. Cela la troublait, mais ne la mettait pas mal à l'aise. Il y avait dans son observation quelque chose de respectueux, de quasi académique, comme un critique d'art qui étudierait une œuvre. Un vendredi après-midi, alors qu'elle rangeait la salle de musique après le départ des enfants, il entra. C'était la première fois qu'il lui adressait la parole depuis leur conversation initiale. « Ils ont l'air de beaucoup apprécier vos leçons », dit-il, en s'appuyant contre le cadre du grand piano, les mains dans les poches de son pantalon de costume gris. « Ce sont des élèves merveilleux », répondit-elle en empilant des cahiers de musique. « Curieux et sans préjugés. C'est tout ce dont un professeur peut rêver. Ma mère disait qu'enseigner aux enfants, c'était comme composer avec des notes vivantes. Elles sont imprévisibles, parfois dissonantes, mais leur harmonie finale est toujours plus touchante que celle d'une partition écrite. » Cette nouvelle évocation de sa mère la toucha. C'était la seconde fois qu'il la mentionnait, ouvrant une brèche infime dans son armure de réserve. « Elle était professeure, elle aussi ?» demanda Claire, poussée par la curiosité. Un voile de tristesse passa dans son regard gris. Elle a été pianiste concertiste, avant son mariage. Après, elle a donné quelques leçons, à moi surtout. Avec un succès mitigé, j'en ai peur. Un sourire fugace, empreint d'autodérision, effleura ses lèvres. J'avais la technique, mais pas l'âme, disait-elle. Je jouais les notes, mais pas la musique. C'était une confidence inattendue, un fragment de vulnérabilité qui rendit cet homme intimidant soudainement plus humain. Claire sentit que le fossé qui les séparait se réduisait. « L'âme vient avec ce qu'on vit », répondit-elle doucement. « Parfois, il faut avoir le cœur brisé pour vraiment comprendre un nocturne de Chopin. » Les mots lui avaient échappé, plus personnels qu'elle ne l'aurait voulu. Un silence s'installa entre eux, chargé de ce non-dit. Mathis la regarda avec une nouvelle intensité, comme s'il venait de comprendre quelque chose d'essentiel à son sujet. « Je n'en doute pas, » dit-il finalement, sa voix plus grave que d'habitude. Il changea de sujet, comme pour ne pas la mettre mal à l'aise. « J'ai remarqué que vous n'étiez pas encore vraiment sorti de la ville. Le véritable esprit de la Provence n'est pas ici, sur les pavés. Il est dans la terre. » Claire le regarda, intriguée. « J'aimerais vous montrer quelque chose, » poursuivit-il, le ton toujours aussi mesuré, mais avec une inflexion nouvelle. « Une autre facette de notre travail. Notre domaine principal est à une petite heure de route d'ici, à Châteauneuf-du-Pape. C'est là que bat le cœur de l'entreprise Delacroix. Les vendanges commencent la semaine prochaine. Le paysage est magnifique en cette saison. Si le cœur vous en dit, je pourrais vous y conduire demain. Je n'ai pas un ordre de votre employeur, ajouta-t-il avec ce qui ressemblait presque à de l'humour. Juste une suggestion. L'invitation flottait dans l'air. Ce n'était pas un rendez-vous galant. Mais ce n'était plus tout à fait professionnel non plus. C'était autre chose, une proposition en équilibre sur un fil, une partie d'elle, la partie craintive, celle qui pensait encore ses blessures, lui criait de refuser, de rester en sécurité dans son cocon. Mais une autre partie, plus curieuse, plus vivante, fut piquée par l'envie de voir cet homme dans son propre élément, loin des murs dorés de la Fondation. L'envie, tout simplement, de dire oui à quelque chose d'inattendu. « Je » commença-t-elle hésitante. Son regard croisa le sien. Il ne cherchait pas à la convaincre. Il attendait, simplement,
lui laissant toute la liberté de sa réponse. C'était ce respect, cette absence de pression, qui la décida. « J'adorerais. »« Merci, » répondit-elle, une chaleur montant à ses joues. « Parfait, » dit-il avec un simple hochement de tête, dissimulant la satisfaction qu'elle crut pourtant déceler une fraction de seconde dans son regard. « Je passerai vous prendre à la fondation demain, à 10 heures. » Puis, il lui tourna le dos et partit, la laissant seule au milieu des pianos silencieux, le cœur battant à un rythme nouveau, une cadence qui n'était plus celle du deuil, mais celle, troublante et excitante, de l'anticipation. Le samedi matin se leva sur un ciel d'une pureté absolue, un dôme azur sans le moindre nuage. Claire avait passé une nuit agitée, partagée entre l'excitation d'une enfant à la veille d'une sortie et l'anxiété d'une femme qui avait peur de faire un pas de trop. Que devait-elle porter? Trop élégante, elle aurait l'air de vouloir séduire son patron. Trop décontractée, elle semblerait ne pas mesurer le privilège de l'invitation. Elle opta finalement pour un compromis qui lui ressemblait. Un pantalon cigarette en toile écrue, une blouse en soie fluide de couleur rouille et des espadrilles plates confortables. C'était simple, soigné, et n'essayait pas d'être ce qu'elle n'était pas. À 10 heures précises, son interphone sonna. Sa gorge se serra. Elle prit une profonde inspiration et descendit. Il l'attendait dans la cour, adossé à une voiture qui, même pour un œil non averti comme le sien, criait le luxe discret. Ce n'était pas une voiture de sport tapageuse, mais une grande berline d'un gris anthracite profond, aux lignes pures et puissantes. Lui-même avait troqué son costume contre un polo en cachemire bleu marine et un pantalon chino beige. Sans l'armure de son costume, il paraissait plus jeune, plus accessible, mais son aura d'autorité naturelle demeurait intacte. « Bonjour Claire », dit-il, son léger sourire ne trahissant aucune surprise quant à sa tenue. Il lui ouvrit la portière passager, un geste d'une courtoisie presque désuète qui la déstabilisa un peu. L'habitacle de la voiture était un cocon de cuir clair et de bois sombre. Lorsqu'il referma la portière, tous les bruits de la ville s'évanouirent, la laissant dans un silence parfait. La voiture glissa hors d'Aix sans la moindre secousse, comme un navire fendant une mer d'huile. « Vous dormez bien à Aix ?» demanda-t-il pour engager la conversation, les yeux fixés sur la route. « Mieux que je n'ai dormi depuis des années, » répondit-elle honnêtement. « C'est la lumière, je crois, ou le silence. »« Oh, c'est le temps qui s'écoule différemment, » corrigea-t-il doucement. « À Paris, il martèle. Ici, il respire. » Ils quittèrent l'autoroute pour s'engager sur des routes départementales qui serpentaient entre les vignobles et les oliveraies. Le paysage était une tapisserie de verre et d'ocre, baignée par le soleil de septembre. Claire se sentit se détendre. Il avait raison. Le temps, ici, n'était pas un ennemi. 1 heure plus tard, ils passèrent un immense portail en fer forgé, flanqué de 2 colonnes de pierre, surmontées de lions sculptés. Une longue allée de platanes bicentenaires menait à une bâtisse imposante, à mi-chemin entre le château et le mât provençal, le château de la Croix. La demeure était immense, mais sans arrogance. Sa façade en pierre blonde, patinée par les siècles, semblait avoir poussé là, en parfaite harmonie avec le paysage. Des vignes s'étendaient à perte de vue tout autour, leurs feuilles commençant à peine à prendre des teintes dorées et pourpres. Une activité fébrile régnait aux abords des chais. Des tracteurs rentraient chargés de grappes noires et juteuses. Des hommes et des femmes s'affairaient, leurs voix et leurs rires se mêlant au bruit des machines. « Bienvenue au cœur du réacteur », dit Matisse en coupant le moteur. Il la fit d'abord entrer dans les chais. Le contraste entre l'extérieur ensoleillé et la pénombre fraîche de l'intérieur fut saisissant. Une odeur puissante et enivrante de raisins fermentés, de bois humide et de terre flottait dans l'air. D'énormes cuves en béton brut côtoyaient des foudres en chêne monumentaux et des cuves en inox ultramodernes. C'était un mélange fascinant de traditions ancestrales et de technologie de pointe. Matisse se transforma. Le PDG distant laissa place à l'artisan passionné. Il lui expliqua le processus de vinification avec une précision et une ferveur communicative, lui faisant toucher les grains de raisin, humer le mou en fermentation. Il ne parlait pas de chiffres ni de marché, mais de terroir, de patience, d'équilibre des saveurs.
Il parlait de son vin comme elle aurait parlé d'une symphonie. Tout est une question d'harmonie, dit-il en désignant une rangée de barriques de chêne. Le cépage donne la mélodie. Le terroir, c'est le rythme, l'âme. Et notre travail, ici, c'est celui du chef d'orchestre. Assembler, attendre le bon moment, magnifier la partition que la nature nous a donnée. Trop d'interventions, et on perd la subtilité. Pas assez, et c'est le chaos. Claire était fascinée, non seulement par ce qu'elle apprenait, mais par l'homme qu'elle découvrait. La passion illuminait son visage habituellement si maîtrisé. Elle voyait la lignée de vignerons qui l'avait précédé, le poids de l'héritage, mais aussi l'amour véritable pour cette terre. Elle comprenait mieux l'homme et sa complexité. Sa cage n'était peut-être pas dorée. Elle était enracinée, profonde comme un cep de vigne. Après la visite des chais, il l'entraîna à l'extérieur, sur un sentier qui grimpait au sommet de la colline, surplombant le domaine. Arrivé en haut, le panorama était à couper le souffle. Devant eux, la mosaïque des parcelles de vignes descendait jusqu'à la vallée du Rhône. « Voilà, dit-il, balayant le paysage de la main. Voilà ce pourquoi mon père s'est battu toute sa vie, et mon grand-père avant lui. » Il la conduisit vers un pied de vigne isolé des autres, incroyablement vieux, son tronc noueux et torturé ressemblant à une sculpture. C'est le premier grenache qui a été planté ici, il y a plus de 100 ans. Il ne produit presque plus rien, à peine quelques grappes. Mais ces grappes-là, elles ont une concentration, une profondeur que les jeunes vignes n'auront jamais. C'est notre mémoire, notre âme. Il se tut, son regard perdu dans le lointain. Claire sentit que c'était un moment d'intimité rare. C'est ici que ma mère venait s'asseoir quand elle avait besoin de s'échapper du château, reprit-il à voix basse. Elle disait que chaque rang de vignes était une portée, et que le vent y jouait une musique silencieuse qu'elle seule pouvait entendre. Claire fut saisie par la poésie de cette confidence. Tout prenait sens. Son amour pour la musique, la fondation, la connexion presque intuitive qu'elle avait sentie entre eux. Ils partageaient la même langue, même s'ils venaient de mondes radicalement différents. « Je crois que je peux l'entendre aussi », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Il tourna la tête vers elle. Le vent léger soulevait quelques mèches de ses cheveux. Le soleil éclairait la douceur de ses traits. Pour la première fois, il n'y avait plus de distance entre eux, plus de PDG ni de professeur, juste deux personnes debout au sommet d'une colline, partageant un moment de beauté et de vérité silencieuse. Le regard qu'il posa sur elle n'était plus celui d'un observateur curieux. C'était un regard d'homme, un regard qui exprimait une admiration et une tendresse qui la firent frissonner. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture n'était plus le même. Il n'était plus poli ni prudent. Il était confortable, plein des choses non dites, des émotions partagées durant cette journée hors du temps. En la déposant devant la fondation, il coupa le moteur. « J'espère que cette journée n'a pas été trop ennuyeuse », dit-il, avec une pointe d'incertitude dans la voix qui le rendit étonnamment vulnérable. « C'était l'une des plus belles journées de ma vie, » répondit-elle, avec une sincérité qui la surprit elle-même. « Merci, Mathis. » Elle avait utilisé son prénom sans même y penser. Il eut un léger sursaut, à peine perceptible, et un sourire, un vrai cette fois, illumina son visage. « Merci à vous, Claire. » Elle sortit de la voiture et le regarda s'éloigner dans le crépuscule naissant. En rentrant dans son studio, elle ne se sentait plus seule. Quelque chose avait changé. Un lien s'était tissé, subtil et solide comme la racine d'une vieille vigne. Une promesse silencieuse qui, pour la première fois, ne lui faisait pas peur. La journée au domaine de la Croix avait laissé une empreinte indélébile, comme une note tenue longuement sur un piano qui continue de vibrer dans l'air bien après que le doigt a quitté la touche. Le voile de formalité entre Claire et Mathis s'était levé, révélant une connexion plus profonde, une compréhension mutuelle qui n'avait pas besoin de mots. Leurs interactions à la fondation prirent une nouvelle couleur. Les « bonjours » étaient accompagnés d'un regard plus soutenu, d'un sourire esquissé. Il prenait parfois l'habitude de l'attendre à la fin de son dernier cours de la semaine, sous le prétexte de prendre des nouvelles du programme. Leur conversation, brève, se teintait de plus en plus de sujets personnels. Un livre qu'il lisait, un film qu'elle avait vu, des souvenirs d'enfance suscités par les rires des enfants.
C'était un apprivoisement lent et délicat. Claire sentait que Matisse, malgré sa position et son assurance apparente, était un homme d'une prudence infinie. Il ne la brusquait pas, semblait conscient de la fragilité de sa reconstruction. Chacun de ses pas vers elle était mesuré, respectueux, comme s'il craignait de faire fuir un oiseau blessé. Et c'était précisément cette patience, cette délicatesse, qui touchait Claire au plus profond. Avec Julien, l'amour avait été une évidence de jeunesse, une fusion passionnée et parfois étouffante. Avec Matisse, elle découvrait une autre forme d'attraction, plus cérébrale, plus mûre, fondée sur l'admiration et une curiosité mutuelle. Elle se surprenait à guetter ses apparitions silencieuses, son cœur accélérant légèrement à la vue de sa haute silhouette dans le couloir. Une semaine après leur visite à Châteauneuf-du-Pape, il l'attendit, comme à son habitude. Mais son attitude était différente. Il tenait 2 cartons d'invitation à la main. « Bonsoir, Claire. J'ai une proposition à vous faire. La Fondation patronne un concert à l'Archevêché ce samedi soir. Le pianiste russe Nikolai Volkov joue les préludes de Rachmaninov. Je me suis dit que cela pourrait vous intéresser. Il reste une place à côté de moi, si vous acceptiez d'être mon invité. » La proposition était formulée de manière si neutre qu'elle aurait pu passer pour une simple obligation professionnelle. Mais Claire lut dans ses yeux l'importance qu'il y attachait. Nikolai Volkov était un monstre sacré du piano, une légende vivante. Entendre les préludes dans le cadre magique de la cour de l'archevêché était un cadeau inestimable. C'était leur premier vrai rendez-vous, même si le mot n'était pas prononcé. « Rachmaninov » répondit-elle, un grand sourire illuminant son visage. « J'ai usé la partition de l'opus 23 quand j'étais étudiante. J'en serais honoré, Matisse. Vraiment. » Un éclair de soulagement, presque imperceptible, passa dans son regard à lui. « Je suis ravi. Je passerai vous prendre à 20 heures. » La journée du samedi fut une effervescence qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Amélie, apprenant la nouvelle, s'improvisa styliste personnelle avec un enthousiasme débordant. « C'est un rendez-vous. Il faut marquer le coup. On oublie tes pulls de prof triste. Ce soir, tu es une femme, pas une ex. » Après avoir retourné la moitié de la garde-robe d'Amélie, elles optèrent pour une robe bleu nuit, simple et fluide, qui tombait jusqu'à ses chevilles. Sa coupe sobre mettait en valeur la finesse de sa silhouette et la pâleur de sa peau. Avec les cheveux relevés en un chignon lâche et une simple paire de pendants d'oreilles en argent, le résultat était d'une élégance sobre et saisissante. En se regardant dans le miroir, Claire vit une femme qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait, une femme qui semblait avoir laissé le chagrin derrière elle. Quand Matisse sonna à son interphone et qu'elle le rejoignit dans la cour, il resta un instant silencieux. Il la regarda de haut en bas, une admiration non dissimulée dans les yeux. Lui-même était d'une élégance parfaite dans un costume sombre sans cravate, la chemise blanche ouverte soulignant la sobriété de sa mise. « Vous êtes magnifique, Claire, » dit-il simplement, sa voix plus grave que d'ordinaire. La soirée était douce, l'air embaumait le jasmin des jardins voisins. La cour de l'ancien palais de l'archevêché était illuminée par des lumières douces qui mettaient en valeur la pierre blonde. Le public était chic, un mélange d'amateurs d'art et de notables de la région. Claire se sentit un instant intimidée, mais la présence calme de Matisse à ses côtés était rassurante. Il la guida jusqu'à leur place, au premier rang. Dès les premières notes de Rachmaninov, le monde extérieur s'effaça. La musique, tour à tour puissante, tourmentée et d'une infinie mélancolie, la submergea. C'était une musique qui parlait sa langue, qui faisait écho à son propre tumulte intérieur, mais qui le transcendait en une beauté pure. À plusieurs reprises, elle sentit le regard de Matisse se poser non pas sur le pianiste, mais sur elle, sur les émotions qui traversèrent son visage au gré de la partition. Une communication silencieuse s'établit entre eux, portée par la vague musicale. Pendant un prélude particulièrement poignant, un largo d'une tristesse sublime, leurs mains, posées sur l'accoudoir qui les séparait, se frôlèrent. Ce fut un contact infime, presque accidentel. Ni l'un ni l'autre ne retira sa main. Elles restèrent là, côte à côte, une chaleur discrète se propageant entre eux, plus intime que n'importe quel baiser. Claire sentit son souffle se suspendre.
Ce simple contact physique, si chaste, si anodin, avait une charge émotionnelle 1000 fois plus puissante que les étreintes habituées et devenues mécaniques des dernières années avec Julien. C'était le début de quelque chose, la reconnaissance timide d'un sentiment naissant. Le concert s'acheva sur une ovation debout. Claire, les yeux brillants de larmes d'émotion, applaudissait à tout rompre, libérée, heureuse. En sortant de l'enceinte, entraînée par la foule, une euphorie légère les portait. La soirée avait été parfaite, magique. C'était « Il n'y a pas de mots », murmura-t-elle, encore sous le choc de la performance. « Je savais que cela vous plairait », répondit Matisse, son regard doux posé sur elle. Alors qu'ils atteignaient la sortie du palais pour déboucher sur la place de l'hôtel de ville, une voix l'arrêta net, une voix qu'elle aurait reconnue entre mille, une voix qui appartenait à son passé, à son ancienne vie, à sa douleur. Claire, elle se figea, son sourire se glaçant sur ses lèvres. Elle se retourna lentement. Il était là, Julien, debout sous un lampadaire, son visage émacié éclairé par la lumière jaune. Il n'avait rien à voir avec l'homme élégant et sûr de lui qui s'était présenté pour son nouveau poste quelques mois plus tôt. Il portait un jean usé, une veste froissée. Ses cheveux étaient en désordre. Il avait l'air perdu, misérable. Il fixait Claire avec une intensité désespérée, comme un naufragé qui aperçoit une terre lointaine. Son regard glissa ensuite vers Matisse, qui se tenait à côté d'elle, protecteur et silencieux, et une lueur de douleur et de jalousie passa dans ses yeux. « Claire » répéta-t-il d'une voix brisée qui se perdit dans le brouhaha de la foule sortant du concert. « Il faut que je te parle, je t'en supplie. » Le son de sa propre vie qui s'effondre une seconde fois est un silence soudain au milieu du brouhaha de la foule. La magie de Rachmaninov, la chaleur de la main de Matisse, la promesse scintillante de la nuit provençale, tout fut aspiré par le vortex de cette apparition. Julien, le passé incarné, pathétique et ravagé, se tenait là comme un fantôme invoqué par erreur. Le corps de Claire se figea, un froid glacial remontant le long de sa colonne vertébrale. C'était la même sensation de chute libre que le soir où elle avait lu les messages, mais cette fois, elle n'était plus seule dans sa chute. Matisse était à ses côtés. Il ne dit rien, mais elle sentit sa main se poser délicatement sur son bras, juste au-dessus du coude. Ce n'était pas un geste possessif, mais un geste d'ancrage, une manière de lui dire « Je suis là, tu n'es pas seul ». Le visage de Julien se contracta en voyant ce simple contact. C'était la confirmation de sa pire crainte. Pour lui, dans sa douleur égocentrique, ce n'était pas Claire qui avançait, c'était Claire qui l'avait remplacée. « Je suis à Lyon depuis 10 jours, j'ai l'impression de devenir fou », dit-il, sa voix tremblante traversant l'espace qui les séparait. « L'appartement est mort, sans toi. Le silence, le tic-tac de l'horloge, c'est une torture. Je ne peux pas vivre comme ça, Claire. » Son discours était un torrent de « je », de « moi », sa douleur, sa folie, sa torture. Claire sentit la pitié qu'elle avait éprouvée pour lui à Lyon se dissoudre, remplacée par une lassitude infinie. « Comment m'as-tu trouvé, Julien ?» demanda-t-elle, sa voix plus stable qu'elle ne l'aurait cru, dénuée de toute émotion apparente. « J'ai appelé partout. Tes parents ne voulaient rien me dire. J'ai fini par retrouver un ancien numéro de ta sœur. Elle m'a raccroché au nez, mais quelqu'un m'a dit qu'elle vivait à Aix. J'ai pris le train ce matin. Je marche dans cette ville depuis des heures, en espérant te croiser. C'est un miracle que je te trouve. C'est un signe, tu ne vois pas? On ne peut pas jeter 15 ans de notre vie comme ça. » Son regard balaya à nouveau la silhouette impeccable de Matisse, un mélange de haine et de jalousie déformant ses traits. « C'est lui ?» cracha-t-il, un mépris mal dissimulé dans la voix. « Tu n'as pas perdu de temps. Ah, tu me remplaces par le premier venu, pourvu qu'il ait de l'argent. C'est ça, la vérité. Notre monde n'était plus assez bien pour toi. » L'insulte était si vile, si réductrice de tout ce qu'elle vivait, qu'elle ne la toucha même pas. Ce fut Matisse qui réagit le premier. Son emprise sur le bras de Claire se fit légèrement plus ferme, et il fit un pas en avant, s'interposant à moitié entre Julien et elle. « Monsieur,
commença Matisse, sa voix basse mais chargée d'une autorité glaciale qui coupa net le flot de paroles de Julien. « Je crois que vous manquez de respect à Madame Dufour. Cette conversation est déplacée. » L'usage du « Madame Dufour » était une manière subtile de marquer une distance, de réaffirmer le statut de Claire en tant que femme indépendante, et non comme l'ex de quelqu'un. Julien eut un rire amer. « Madame Dufour, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez rien de nous, de notre histoire. Vous voyez cette femme magnifique, mais vous ne savez pas qu'elle a peur de l'orage, qu'elle fredonne toujours faux le matin en faisant son café, qu'elle peut pleurer devant un film d'animation. C'est ma vie, ça, pas la vôtre. » Ces détails intimes, autrefois des preuves de leur complicité, étaient maintenant brandis comme des armes, des titres de propriété. C'en était trop. Claire se dégagea doucement de l'emprise de Matisse et fit face à Julien, ses yeux plantés dans les siens. « Tu as raison, Julien, il ne sait rien de tout ça, » dit-elle calmement, chaque mot pesé. « Mais il a vu en quelques semaines quelque chose que tu as refusé de voir en 15 ans. Et qu'est-ce que c'est? Dis-moi » la défia-t-il, sa voix chargée de sarcasme. « Moi, » répondit-elle simplement. Pas ton soutien, pas ton infirmière, pas celle qui ramasse les pots cassés. Claire, la musicienne, la femme avec ses propres rêves, ses propres peurs et ses propres forces. Toi, tu ne me regardais plus depuis des années. Tu regardais mon reflet dans le miroir de tes propres besoins. Elle fit une pause, reprenant son souffle. Elle ne criait pas. C'était une affirmation, pas une accusation. Notre histoire est terminée, Julien. Tu l'as terminé le jour où tu as choisi de me mentir. Ce que tu regrettes aujourd'hui, ce n'est pas de m'avoir perdu, c'est d'avoir perdu le confort que je t'apportais. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Son calme le désarma plus sûrement que ne l'aurait fait n'importe quelle explosion de colère. Il la regarda, abasourdi, comme s'il la voyait pour la première fois. La femme fragile qu'il s'attendait à retrouver, prête à céder sous le poids de leur passé commun, avait disparu. À sa place, se tenait une femme qu'il ne connaissait pas. « Rentre à Lyon », ajouta-t-elle, sa voix s'adoucissant avec une pointe de tristesse. « Trouve cette Chloé ou une autre, ou personne, refais ta vie, mais laisse-moi construire la mienne, s'il te plaît. » La dernière supplique n'était pas un signe de faiblesse, mais d'humanité. L'expression de son ultime espoir qu'il reste en lui une once de respect pour la femme qu'il avait autrefois aimée. Julien resta figé une seconde, cherchant une faille, un espoir dans son regard. Il n'en trouva aucun. Il n'y avait plus que de la distance et une finalité sans appel. Vaincu, il baissa les épaules. Son visage, un instant plus tôt déformé par la colère, n'exprima plus qu'un vide immense. Sans un mot de plus, il fit demi-tour et se fondit dans la foule, une silhouette solitaire et brisée disparaissant dans la nuit aixoise. Le silence qu'il laissa derrière lui était lourd. Claire se sentit soudainement vidée de toute énergie. Ses jambes se mirent à trembler. L'adrénaline de la confrontation retombait, la laissant pantelante. Matisse se rapprocha d'elle, posant à nouveau sa main sur son bras. « Allons-y », dit-il doucement. « Je vous raccompagne. » Ils marchèrent en silence dans les rues devenues plus calmes. Leurs pas résonnaient sur les pavés. Ce silence n'était pas gênant, il était réparateur. Arrivé devant la porte de la fondation, il se tourna vers elle. Dans la lumière douce d'un réverbère, il pouvait voir les traces de larmes qui avaient séché sur ses joues. « Ce que vous avez fait ce soir a demandé un courage immense, dit-il. Je ne me suis jamais senti aussi terrifié de toute ma vie, avoua-t-elle dans un murmure. Le courage n'est pas l'absence de peur, Claire, répondit-il, son regard d'une infinie douceur. C'est la capacité d'agir malgré elle. Il hésita une fraction de seconde, puis porta la main à son visage et du bout du pouce essuya délicatement une larme perdue qu'elle n'avait pas senti couler. Le contact de sa peau fut à la fois d'une tendresse infinie et d'une intensité bouleversante. C'était un geste de réconfort, mais aussi un aveu silencieux. « Dormez bien, demain est un autre jour », ajouta-t-il avant de se retirer. Elle le regarda s'éloigner, sa haute silhouette disparaissant au coin de la rue. Elle resta encore un instant dehors, dans la fraîcheur de la nuit, la main sur sa joue, là où il l'avait touchée. Ce soir, elle avait définitivement fermé la porte de son passé, et pour la première fois, elle sentait qu'un homme était là,
non pas pour la retenir en arrière, mais pour l'attendre patiemment de l'autre côté. Les jours qui suivirent cette nuit-là furent étranges. Le spectre de Julien était reparti, mais il avait laissé derrière lui une onde de choc. Claire se sentait à la fois libérée d'un poids immense et émotionnellement à vif, comme une convalescente après une opération lourde. La page était tournée, mais la cicatrice était sensible. Elle se jeta dans son travail avec une ardeur renouvelée, ses cours avec les enfants devenant une véritable bouée de sauvetage. Leur innocence et leur joie de vivre spontanée étaient le meilleur des antidotes au poison du passé. Mathis, quant à lui, semblait avoir compris son besoin de quiétude. Il se montra présent, mais à distance, adoptant à nouveau une discrétion pleine de tact. Il n'évoqua plus la soirée du concert, ni la confrontation avec Julien, mais elle sentait son soutien constant dans de petits gestes. Un matin, elle trouva devant la porte de son studio un petit bouquet de lavande fraîchement coupé. Un autre jour, alors qu'elle luttait avec une partition complexe, Hélène lui apporta un expresso en lui disant simplement « C'est de la part de Monsieur Delacroix, il a pensé que vous en auriez besoin. » C'était sa manière à lui, élégante et retenue, de prendre soin d'elle sans jamais être intrusif. Cette retenue, Claire l'appréciait, mais une petite partie d'elle, réveillée par le frôlement de leurs mains et la caresse sur sa joue, commençait à s'impatienter. Une tension douce, une attente flottait entre eux chaque fois qu'ils se croisaient. Ils étaient sur le seuil de quelque chose, hésitants à franchir la porte. Le tournant se produisit de la manière la plus inattendue. Un après-midi, Hélène Verdier vint la trouver à la fin de son cours. Elle avait l'air un peu embarrassée. « Claire, j'ai quelque chose d'un peu délicat à vous demander. Vous connaissez l'importance du gala annuel de la Fondation? C'est notre plus grande soirée de levée de fonds. Elle aura lieu dans 3 semaines au château de la Croix. C'est un événement très important pour nous. » Claire hocha la tête, sentant où la conversation allait mener. Le pianiste qui devait assurer l'intermède musical, un jeune prodige que nous soutenons, vient d'avoir un accident de ski. Rien de grave, mais une vilaine fracture du poignet. Il est évidemment hors d'état de jouer. Nous sommes désemparés. Le délai est trop court pour trouver un artiste de son calibre. Hélène fit une pause. « Mathis a pensé à vous. » Le cœur de Claire manqua un battement. Jouer, en public, devant 300 personnes, la fine fleur du mécénat, les critiques d'art, la famille Delacroix. La panique l'envahit. « Moi? Mais Hélène, je suis professeur. Je n'ai pas donné de récital depuis des années, depuis le conservatoire. Je ne suis pas au niveau... » « C'est faux, et vous le savez, » rétorqua Hélène avec une douce fermeté. « Nous vous avons entendu. Nous savons ce dont vous êtes capable. Ce ne serait qu'un court programme, 20 minutes, 1 ou 2 pièces de votre choix. Pensez-y, Claire, vous nous sauveriez la mise. Et, ajouta-t-elle avec un sourire entendu, je crois que cela ferait particulièrement plaisir au président de notre fondation. » Le reste de la journée, Claire fut incapable de penser à autre chose. Une partie d'elle était terrifiée à l'idée de cette exposition, de l'exigence d'un tel événement. Remonter sur scène, c'était se confronter au fantôme de la jeune concertiste qu'elle avait renoncé à devenir, en partie par peur, en partie pour Julien. Mais une autre partie d'elle sentait un frémissement d'excitation. C'était une occasion unique de se prouver quelque chose, de boucler une boucle, de renaître en tant qu'artiste. C'est alors qu'elle pensa à un détail, un souvenir enfoui, le Conservatoire de Lyon, sa formation, payée en partie par une bourse. Elle n'y avait jamais prêté attention à l'époque, mais en fouillant dans ses vieux papiers ce soir-là, elle retrouva son dossier d'admission. Le nom de la bourse était inscrit noir sur blanc. Bourse d'excellence Delacroix. Une prise de conscience vertigineuse la frappa. C'était eux, depuis le début. Bien avant qu'elle ne rencontre Mathis, sa famille, leur fortune, avaient déjà eu un impact sur sa vie, sur la trajectoire de sa carrière. Sans cette aide, elle n'aurait peut-être jamais pu se payer des études aussi prestigieuses. Et il y avait un autre détail qui la troubla. Dans les documents, une mention manuscrite de son professeur de l'époque qui appuyait sa candidature. Le père de l'élève a malheureusement perdu son poste dans l'entreprise familiale, fragilisant leur situation financière.
Mademoiselle Dufour est l'une des pianistes les plus prometteuses que j'ai vues. Il serait criminel que son talent soit gâché par des contingences matérielles. Un souvenir fragmentaire, un récit douloureux que ses parents n'évoquaient jamais, lui revint en mémoire. Son père, jeune comptable passionné, avait travaillé dans une grande maison de négoce en vin à Lyon. Une entreprise qui avait été rachetée, absorbée au début des années 2000. Son père, comme beaucoup d'autres, avait perdu son emploi dans la restructuration qui avait suivi. Il ne s'en était jamais vraiment remis, changeant de petits boulots, sans jamais retrouver ni le salaire, ni le statut. Et la grande maison qui avait racheté celle de son père, c'était le groupe Delacroix. Le monde de Claire bascula. Le puzzle se mit en place, mais l'image qui apparut était complexe et troublante. La famille de Matisse avait d'un côté ruiné la carrière de son père et de l'autre financé la sienne. Ce n'était pas un acte malveillant, juste le jeu froid des affaires. Mais savoir que sa propre chance s'était construite sur les décombres de l'échec de son père la laissa avec un goût amer. Matisse était-il au courant de ce détail, de ce lien paradoxal qui unissait leurs deux familles bien avant leur rencontre? Était-ce la raison de sa générosité à son égard, de la pitié, une forme de dette? Le lendemain, elle alla voir Matisse. Elle ne frappa pas à la porte de son bureau. Elle l'attendit dans les jardins, à la fin de la journée. Il la trouva assise sur un banc de pierre, le regard perdu dans le vague. Il sentit immédiatement que quelque chose avait changé. « Vous avez eu ma proposition par Hélène, » dit-il, restant debout devant elle. « Oui, » répondit-elle, relevant la tête pour le regarder. « Mais il y a autre chose dont je dois vous parler. » Elle lui raconta tout. Le travail de son père, son licenciement, la bourse de la Croix. Elle lui parla sans colère, avec une sorte de tristesse factuelle. « Je dois savoir, Matisse, étiez-vous au courant de ça, de ce lien, quand vous m'avez proposé ce poste ?» Il l'écouta sans l'interrompre, son visage se faisant de plus en plus grave. Quand elle eut fini, il s'assit à côté d'elle sur le banc, mais pas trop près. « Je ne savais pas pour votre père, » dit-il d'une voix sourde. « Dans ces années-là, j'étais encore à l'université. Mon père dirigeait l'entreprise d'une main de fer. Des fusions comme celle-là, il y en a eu plusieurs. Pour lui, ce n'était que des lignes sur un bilan. J'en suis profondément désolé, Claire. » Il y avait une sincérité palpable dans sa voix. « En revanche, poursuivit-il, je savais pour la bourse. J'ai repris la gestion de la fondation après la mort de ma mère. J'ai tenu à me plonger dans les archives, à connaître l'histoire de chaque lauréat. C'est comme ça que j'ai vu votre nom, il y a des années. Le rapport de votre professeur était particulièrement élogieux. Votre nom est resté gravé dans ma mémoire. C'est pour ça que lorsque je vous ai entendu jouer du Satie ce jour-là, j'ai tout de suite su qui vous étiez. Ce n'était pas de la pitié, Claire, c'était de l'admiration. Le sentiment que le talent que nous avions soutenu avait fleuri malgré les obstacles. Son explication était une lame à double tranchant. Il l'avait reconnu. Il ne l'avait pas vue pour la première fois ce jour-là, dans la salle de musique. Il la connaissait déjà, d'une certaine manière. Il l'avait aidé, peut-être, pour racheter en silence les pratiques brutales de son père. L'intention était louable, mais Claire se sentit soudain dépossédée de son histoire, de sa propre réussite. « Je jouerai au gala », dit-elle après un long silence. Sa voix était ferme. « Pas pour vous, pas pour la fondation, pas pour expier une quelconque dette familiale. Je jouerai pour moi, pour reprendre ce qui m'appartient, ma musique, mon histoire. » Il y eut un long silence. Le soleil couchant jetait une lumière dorée sur leurs visages tendus. « C'est exactement pour cette raison que je voulais que ce soit vous, » répondit-il doucement. En cet instant, au milieu des secrets révélés et des passés enchevêtrés, quelque chose se brisa et se ressouda en même temps. La dernière barrière de méfiance de Claire venait de tomber. Et à sa place naissait une compréhension plus profonde de l'homme à côté d'elle, un homme portant le poids d'un empire, essayant de réparer les erreurs de son père, cherchant la beauté et l'âme dans un monde de chiffres. Un homme aussi complexe et mélancolique qu'un prélude de Rachmaninov. Et c'était cet homme-là dont elle était, irrémédiablement, en train de tomber amoureuse. La soirée du gala arriva plus vite que Claire ne l'aurait cru. Les 3 semaines de préparation furent un tourbillon intense de travail et d'émotions.
Chaque jour, après ses cours avec les enfants, elle se retirait dans son studio et travaillait pendant des heures. Elle n'avait choisi que 2 pièces, mais 2 monuments qui lui tenaient particulièrement à cœur. Un impromptu de Schubert, pour sa grâce mélancolique et sa lumière intérieure, et le 3e mouvement, la marche funèbre, de la sonate pour piano numéro 2 de Chopin. C'était un choix audacieux, sombre et passionné, loin des pièces brillantes et virtuoses que l'on attendait généralement dans ce genre d'événement. Mais c'était son histoire. C'était la musique de la perte, du deuil, mais aussi de la résilience et de l'acceptation. Durant cette période, ses relations avec Matisse furent étrangement suspendues. Le secret révélé avait créé entre eux un nouveau type d'intimité, mais aussi une distance respectueuse. Ils se croisaient, échangeaient ces quelques mots sur les préparatifs, mais semblaient tous deux comprendre qu'une autre conversation, plus importante, attendait de l'autre côté de l'épreuve du récital. C'était comme si cette soirée était devenue tacitement le climax, où tous les arcs narratifs de leur vie devaient converger. Le soir du gala, le château de la Croix avait revêtu ses plus beaux atours. Des centaines de lumières illuminaient les jardins. Les fontaines murmuraient sous un ciel étoilé et la grande salle de réception, habituellement réservée aux dégustations d'exception, avait été transformée en un écrin somptueux. Un piano à queue Fazioli, l'un des meilleurs au monde, avait été spécialement acheminé et trônait sur une petite estrade. Claire, dans la petite loge qu'on lui avait aménagée, sentait le trac monter en une vague glaciale. Amélie était avec elle, ajustant pour la 10e fois la bretelle de sa longue robe en velours vert émeraude, une création qu'elle lui avait prêtée. « Respire », lui dit sa sœur en posant les mains sur ses épaules. « Pense aux enfants. Pense à ce petit Léo qui veut composer des musiques de films. Ce soir, tu ne joues pas pour l'élite parisienne snob qui est là dehors. Tu joues pour lui. Et tu joues pour la petite fille que tu étais, celle qui rêvait devant son piano en oubliant tout le reste. Tu es chez toi sur cette scène. » Ces mots furent le remède parfait. L'image de Léo, de ses élèves, dissipa instantanément la peur du jugement. Quand Hélène vint la chercher, Claire était sereine. En marchant vers la scène, son regard balaya l'audience. Elle vit des visages inconnus, élégants et fortunés. Et puis, au premier rang, elle vit Matisse. Il n'était pas seul. Assis à ses côtés, se tenait un couple âgé, d'une distinction glaciale. Son père, Antoine Delacroix, un patriarche au visage dur et autoritaire, et sa mère Isabelle, une femme d'une beauté fanée dont le sourire figé ne parvenait pas à cacher une profonde tristesse dans le regard. Matisse, pris en étau entre ses parents, avait le visage fermé, tendu. Leur présence semblait lui voler tout l'oxygène. Quand son regard croisa celui de Claire, elle lui adressa un imperceptible sourire, un message de soutien silencieux. Il lui répondit par un très léger hochement de tête, un remerciement. Elle s'avança, s'inclina devant les applaudissements polis, et s'assit au piano. Un silence religieux se fit dans la salle. Elle posa les doigts sur le clavier et ferma les yeux. Les premières notes de Schubert s'élevèrent, claires, limpides, d'une douceur infinie. Elle ne jouait plus pour prouver quelque chose. Elle racontait une histoire, son histoire. La musique coulait de ses doigts, avec une fluidité, une sincérité qu'elle n'avait jamais atteintes auparavant. Elle ne pensait plus à la technique, aux notes, au public. Elle était la musique. Puis vint Chopin, la fameuse marche funèbre. L'attaque fut puissante, grave, solennelle. La mélodie obsédante et tragique emplit la salle. Elle joua la douleur de la rupture, la solitude, la colère. Puis vint le trio central, cette partie incroyablement belle et apaisante qui sonne comme un chœur céleste au milieu de la nuit. Elle y mit toute sa lumière retrouvée, l'espoir, la douceur des rencontres, la promesse d'un renouveau. En jouant cette section, son regard se leva vers Matisse. Il la fixait, le visage bouleversé. Il comprenait. Il entendait sa confession, sa résurrection. Il voyait son âme à nu. Lorsqu'elle joua la dernière note, un silence profond, presque choqué, plana une seconde dans la salle, comme si le public avait besoin d'un instant pour revenir à la réalité. Puis ce fut l'explosion. Des applaudissements frénétiques, des bravos fusant de toutes parts. Elle se leva le souffle court, les larmes aux yeux, et s'inclina.
Elle regarda une dernière fois Matisse. Ses parents applaudissaient poliment, mais lui était debout. Il ne criait pas, il ne souriait pas. Il la regardait simplement, avec une admiration, un respect et un amour si palpables qu'elle eut l'impression que le reste du monde avait disparu. Plus tard, au milieu du cocktail, elle se sentit décalée. Les gens venaient la féliciter, lui serrer la main. Elle répondait avec des sourires, mais elle ne cherchait qu'un seul visage dans la foule. C'est alors que Matisse apparut à ses côtés. « Ils veulent vous parler », dit-il simplement, en désignant ses parents. Il la guida jusqu'à eux. Son père lui serra la main. « Une interprétation intéressante, mademoiselle, très passionnée. » Le compliment était aussi froid que sa poignée de main. Sa mère, en revanche, lui prit les mains. Ses doigts étaient froids, comme la glace. « C'était magnifique, mon enfant, » murmura-t-elle, ses yeux tristes s'illuminant d'une véritable émotion. « Vous avez joué avec votre cœur. Ne le laissez jamais personne l'enfermer. » C'était un avertissement, une supplique, un message de femme à femme. Claire sut qu'elle n'appartiendrait jamais à ce monde, mais que cela n'avait aucune importance. « Venez !» dit Matisse, l'attirant doucement par la main pour l'éloigner de la foule étouffante. Ils sortirent sur une terrasse dérobée, surplombant les vignes éclairées par la lune. Le bruit de la fête leur parvenait, assourdi. « Ce que vous avez fait ce soir ?» commença-t-il, cherchant ses mots. « Ce n'était pas un récital, c'était un acte de courage et de vérité. Vous avez offert à toutes ces personnes une chose que l'argent ne pourra jamais acheter, une véritable émotion. »« J'ai juste dit au revoir à mes fantômes, » répondit-elle doucement, son regard posé sur le paysage nocturne. « Je crois qu'ils sont partis pour de bon, » dit-il. Il se rapprocha d'elle, leurs épaules se frôlant. Il prit son visage entre ses mains, ce même geste tendre et hésitant de la nuit du concert, mais cette fois plein d'une certitude nouvelle. « Claire, » murmura-t-il, « je ne sais pas grand-chose de l'amour. J'ai passé ma vie à construire des murs, à me protéger des attentes, des obligations. Mais depuis que vous êtes entré dans ma vie, tous ces murs me semblent absurdes. Vous êtes la première mélodie qui a réussi à s'infiltrer à travers les fissures. Et je ne veux plus jamais que cette musique s'arrête. » Et là, sous la lune de Châteauneuf-du-Pape, au son lointain d'un quatuor à cordes, il l'embrassa. Un baiser doux, lent, profond. Ce n'était pas un baiser de passion dévorante, mais un baiser de reconnaissance, de soulagement. Le baiser de deux âmes solitaires qui se trouvaient enfin. C'était un commencement, le véritable commencement. 3 mois plus tard, le mariage eut lieu non pas dans la splendeur écrasante du château de la Croix, mais dans la petite église de Saint-Honorat, au cœur du village des Baux-de-Provence. Il n'y avait qu'une trentaine d'invités. Amélie, en témoin rayonnant, ses parents émus aux larmes et quelques amis proches. Hélène Verdier était là, ainsi que les enfants de l'atelier de Claire, formant une chorale improvisée et un peu fausse, qui la fit pleurer de joie. Claire portait une robe simple en dentelle, Matisse un costume de lin clair, loin du protocole et des obligations familiales qu'il avait enfin osé affronter. Quand ils se dirent oui, entourés par les champs de lavande et le chant des cigales, Claire sut qu'elle avait trouvé bien plus qu'un nouvel amour. Elle avait trouvé le chemin du retour vers elle-même. Son histoire avec Julien n'était plus une blessure, mais une étape nécessaire de ce chemin. Un prélude sombre, mais indispensable à la symphonie lumineuse qui commençait à s'écrire. Quelque part à Lyon, seul dans un appartement qui ne lui avait jamais vraiment appartenu, Julien feuilletait un magazine People, une de ses publications qu'il méprisait tant. Et là, sur une page, une petite photo volée. Claire et Matisse sortant de l'église, riant aux éclats sous une pluie de pétales de lavande. La légende disait « L'un des hommes les plus riches de France épouse une discrète professeure de musique ». Il regarda longtemps le visage de Claire. Ce n'était plus la jeune fille qui croyait aveuglément en lui. Ce n'était pas la femme brisée qu'il avait vue à Aix. C'était une femme entière, rayonnante, complète. Une femme qu'il avait eue et qu'il avait perdue non pas au profit d'un homme plus riche, mais à cause de sa propre incapacité à la voir vraiment. Et il comprit, avec une clarté amère et définitive, qu'il venait de perdre la plus belle musique de sa vie.